Les hommes peuvent inventer n'importe quelle loi absurde. Les lois universelles sont là et elles s'appliquent dans tous les cas de figure. Ouais, on ne peut pas les contourner, on ne peut pas négocier avec elles. Par rapport à ces lois universelles, on va soit vivre des moments pas tellement faciles. On peut se trouver, par exemple, perdu, confus, endormi, se réveillant. Il y a plein de phénomènes comme ça. On peut, au fur et à mesure où la matière epsilon qui nous ancre dans la réalité physique se dissout, il y a toutes les structures dans le corps astral, parce qu'on a la même contrepartie dans le corps de lumière, qui se dissout aussi, et en même temps la corde d'argent. Parce que tout ça, c'est un seul et unique système. Et ça se dissout, puis au bout d'un moment, la personne, elle n'est plus là, quoi, parce qu'il n'y a plus rien qui la rattache ici. Elle va où ? Soit elle est très très fortement attachée au monde physique, et elle peut y rester, et c'était le cas d'un exemple que je donne en 0,01%, soit à cause de son état de conscience, et donc de ses actions, elle va, c'est le cas de la plupart des êtres humains, il ne faut pas se faire d'idées, ils vont lentement ou plus ou moins rapidement monter vers les mondes supérieurs. Soit, si ça n'a vraiment pas été des gens, on va dire des gentils, eh ben, ils vont faire le chemin inverse. N'étant plus ancrés dans la réalité physique, ils vont descendre dans les mondes inférieurs. Et là, les enfers, ça existe. Je ne suis pas du tout d'accord avec les religions en général, mais les enfers existent. Je suis allé, j'ai vu. Bonjour, bienvenue à Nexus. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les mondes invisibles, à travers la conscience, à travers la galaxie même, avec un invité que nous suivons depuis de longues années à Nexus, qui nous intéresse beaucoup. Bonjour Marc Auburn. Bonjour Sylvie. Merci d'être venu jusqu'à nous. Tu as fait presque 800 km quand même pour venir dans nos studios aujourd'hui. On est venu du vrai sud pour aller jusqu'à Paris. Et tout ça en voyage astral. En voyage TGV. En voyage TGV, non. Beaucoup plus long, en fait. Oui, parce qu'effectivement, dans le corps astral, ça... Il y a moins de retard. Il n'y en a pas. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es auteur, conférencier. Tu as la particularité de pratiquer depuis la toute tendre enfance et spontanément le voyage hors du corps. Faculté qui te permet de nous apporter des informations sur l'invisible, sur les mondes auxquels nous n'avons pas accès dans l'état ordinaire de conscience. Alors, pour le voyageur, ce ne sont pas du tout des mondes invisibles. Ils sont visibles et palpables. Pour le voyageur. Pour le voyageur. Voilà, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on te reçoit parce que ton actualité, c'est la publication de ton 3e livre, après 0,01%, Fragment d'éternité. Voici Ouragan. Ouragan, qui est un ouvrage particulier puisque c'est très personnel. Tu y racontes une histoire d'amour fou, d'amour cauchemar aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Ouragan ? J'avais commencé à écrire un chapitre qui s'appelait Ouragan à la fin du premier livre, 0,01%. Et puis, tout ça, c'est resté en suspens parce que je ne savais plus quoi raconter. Je sentais quelque chose arriver. Quelque chose qui allait bousculer ma vie, mais je ne savais pas du tout quoi. Et ce chapitre s'appelait Ouragan. Donc, j'ai repris ce titre-là pour le livre, qui a mis en fait 10 ans à s'écrire, pratiquement 10 ans à s'écrire. Donc, c'est une espèce de continuation, une espèce de prémonition de ce qui allait arriver dans ma vie personnelle, et peut-être dans la vie de pas mal de gens, en fait, parce que chacun traverse des ouragans dans sa vie, à l'occasion d'événements difficiles. Et j'ai raconté cela parce que c'est un exemple, c'est un enseignement sur ce qu'est la réincarnation et le karma, et également l'emprise, c'est un des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est un bon exemple vécu. C'est très précis, c'est daté. Les précisions sont données pour illustrer, pour faire comprendre à quel point c'est tangible. Donc effectivement, de quelle manière Ouragan nous illustre ce qu'est l'emprise ? Alors, j'avais déjà conscience des forces énergétiques, des créatures énergétiques qui existent tout proche du monde physique. On les voit lors des voyages hors du corps. J'avais connaissance que ces créatures-là pouvaient manipuler et influencer les êtres humains, soit directement leur parlant, les influençant de cette manière-là, comme ils le font avec les médiums, comme ils ont tenté de le faire avec moi depuis le début de ma vie. Mais également, je savais qu'ils pouvaient prendre le contrôle de corps biologiques partiellement ou totalement. Alors ça, je le savais en théorie, sauf que j'ai assisté à ça de manière très pratique. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai pu le constater sur la personne avec qui je vivais à cette époque-là, que j'avais rencontrée, qui était une vieille relation de 30 siècles. C'est pour ça que l'ouvrage est sous-titré 30 siècles de vie commune. Et déjà, sa tante que j'avais rencontrée lors d'un événement avait cette double vibration, cette double harmonique qui m'indiquait qu'il y avait deux entités qui étaient dans le même corps biologique. Et en fait, je voyais ça chez elle également, celle que j'ai baptisée Océane, et en rejetant en permanence ce que je voyais, ce que je sentais. Mais j'avais vu à la première seconde qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et donc cette négation, hein, je pense qu'on a plus la possibilité de se voiler la face sur cette planète que d'avoir un obstacle en fait. On n'a pas d'autre obstacle que ce qu'on a dans la tête. Voilà. Ce qui nous empêche de percevoir les choses, c'est ce qu'on ne veut pas savoir. À partir du moment où on veut savoir les choses, on doit les admettre et on doit en subir toutes les conséquences. Donc, et là, c'est un lien du coup que tu ressentais avec cette personne. Alors, comment ça se matérialise? Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai vu qu'elle avait dans sa structure énergétique et dans son aura, c'est deux systèmes différents. L'énergétique est très liée à la biologie et fait fonctionner la biologie. C'est l'interface entre le soi-disant spirituel et le monde matériel. Et l'aura, elle-même, qui est très différente qu'on l'emmène par exemple dans les autres mondes. Le système énergétique, on ne l'emmène pas, ou alors très partiellement, et ça nous empêche d'aller loin. Eh bien, les deux systèmes étaient très resserrés. C'est comme deux fleurs qui étaient comprimées, qui ne s'ouvraient pas. Et on a ça généralement chez des gens qui sont stressés, qui sont malheureux. Mais il y a des fluctuations. Et là, ce n'était pas trop le cas chez elle. Les fluctuations étaient très légères. Donc j'ai vu qu'il y avait un gros problème à l'instant où je l'ai vu, au premier regard. Et ce qui est vraiment impressionnant dans ton récit, c'est que, si on te connaît un petit peu, on sait que tu es plutôt quelqu'un qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas du tout manipuler, en général. Et là, on voit à quel point cette femme réduit à néant ta volonté. Absolument. Tout ce que tu mets en œuvre pour te détacher d'elle peut être balayé en un instant, parce que vous avez une attraction énergétique, c'est-à-dire en traduisant autrement, c'est une sensualité d'un niveau que je n'imaginais pas possible. Voilà. Et ce qui m'a rendu extrêmement dépendant. Voilà. Donc, tu as finalement réussi à sortir de cette histoire. Maintenant, qu'est-ce que ça nous révèle sur le phénomène d'emprise tel qu'il peut se manifester dans l'amour romantique tel que... Oui, l'amour idéalisé. Voilà. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris dans cette expérience-là. J'ai compris qu'il y avait des êtres qui étaient charismatiques, non pas parce qu'ils portaient la force en eux-mêmes, mais parce qu'ils étaient le relais d'une force étrangère. Voilà. Et ça, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu jusque dans ma chair. Une force étrangère. On n'en sait plus sur cette force étrangère. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que j'appelle les parasites énergétiques, ce que d'autres appellent les parasites. Je ne suis pas le seul à décrire ça. Robert Monroe, par exemple, en a pris conscience et en parle dans son premier ouvrage, son deuxième ouvrage, je crois. Donc, ce sont des entités dont le corps n'est formé que de matière, ce que j'appelle la matière epsilon. C'est-à-dire, nous, on a un système bioénergétique, eux, ils ont un système énergétique. Mais c'est très, très proche de nous, parce que l'énergétique est très proche de la matière. C'est de la quasi-matière pour moi, c'est de la matière. Donc, ces êtres-là, pour une petite part, vont vivre en coexistence avec des êtres biologiques comme nous, pas seulement les humains terrestres. Mais ils vont être capables de vivre soit en symbiose, soit comme parasites de créatures vivantes. Au sens où on le définit actuellement, c'est-à-dire une vache, un chien, un être humain. Donc, ce sont les ultimes prédateurs dans le système bioénergétique. C'est ce qu'a trouvé Monroe, c'est ce qu'on lui a expliqué lors d'un voyage. Et moi, j'avais lu ça comme pas mal de gens. On lit un bouquin et puis on traverse ça, on sait, mais en fait, on ne sait pas. C'est quand on a les mains dedans, quand on plonge dans l'expérience, qu'on se rend compte à quel point c'est vrai. On n'est pas les prédateurs ultimes, même dans la dimension physique. On n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. On n'est pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire. D'accord. Donc on nourrit une espèce de faune, oui. Je sais pas. Une partie de cette faune. Une partie de cette faune. On la nourrit à travers quoi? Qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qui nous soutient en fait? En fait, ils vont utiliser une espèce de suc, mais qui est de matière énergétique, parce que
ce qui est décrit comme étant de la lumière, par exemple, par les gens qui sont praniques, qui pratiquent ce genre de choses, en fait, c'est pas de la lumière, c'est de la matière, mais dans un état particulier que nous, les voyageurs, on connaît bien, qu'on appelle la glu. Enfin, que j'ai baptisé la glu, et que beaucoup relayent ce genre de choses, parce que c'est vraiment très lourd, très matériel. Donc, ils vont mettre en culture des êtres humains pour leur faire produire différents types de qualités de glu. Un peu comme si on produisait, un cerisier va produire des cerises, mais on va chercher à produire le plus de cerises possible ou de plus grosses cerises possibles. Ce qu'on a fait avec le règne végétal, au départ, par exemple, je sais pas, les pommes, elles étaient petites, et on a sélectionné, trafiqué, et au bout d'un moment, on a des grosses pommes bien juteuses, bien rondes. Ils font ça avec les êtres humains, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'usine qui est notre corps bioénergétique pour produire des choses dont ils vont se nourrir littéralement. Nourrir au sens propre, c'est vraiment leur nourriture. Donc, ils peuvent se nourrir de tout un tas de choses différentes et ils vont se nourrir, par exemple, de ce qui est produit par notre système énergétique quand on ressent de la haine. On va émettre une certaine chose dont ils vont se nourrir. Alors nous, on fait pareil avec les animaux. On se nourrit de leur corps et quelquefois, quand on mange du foie gras, on s'est nourri des excès alimentaires qu'on leur a imposés. Donc, c'est une espèce de chaîne et beaucoup de gens pensent être au bout de la chaîne alimentaire, mais ce n'est pas le cas. Et comment tu le sais? Est-ce que on en parlait hors micro avec Sylvie, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas avoir de preuves, et en fait le manque de preuves ne doit pas, c'était ce qu'on se disait, ne doit pas nous empêcher de réfléchir. Mais alors toi, qu'est-ce qui concrétise tes connaissances, ou est-ce que c'est du ressenti? Voilà, où est-ce qu'on... Alors, pour moi, le ressenti, ça veut strictement rien dire. J'essaie de comprendre, parce que je ne comprends pas grand-chose à ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Par exemple, la matière énergétique, elle se voit. Bon, quand on la voit, c'est pas un ressenti, c'est une perception directe. On peut également le toucher. On peut même le toucher à distance. Donc ça, c'est de l'expérience directe. Voilà. Donc, quand on voit la matière epsilon... Tu la vois à l'œil nu? Oui. Non, j'ai pas besoin de lunettes. Donc, tu vois une aura? Non, l'aura, c'est autre chose. C'est autre chose, ok. C'est autre chose. J'ai expliqué qu'il y avait deux systèmes, et le système énergétique émet une radiation. Voilà. Donc, très visible. Et plein de gens le voient. Il y a de plus en plus de gens qui le voient. Les enfants le voient souvent. C'est un sixième sens? Non, on le voit avec les yeux. D'accord. Donc, ce qui est étonnant, c'est que... Voilà, moi, j'ai raconté dans 0,01% comment la faculté, entre guillemets, n'était pas arrivée chez moi, mais avait été débloquée. C'est plus un déblocage, c'est plus un déverrouillage. Donc on aurait tous cette faculté et elle est verrouillée. Je pense qu'à l'état standard, si les gens étaient éduqués, entre guillemets, de manière ouverte, open, 90-95% des gens pourraient voir au moins le système énergétique. Donc c'est des blocages mentaux, ça je comprends. Oui, ce sont des verrouillages mentaux. Ça, c'est se dire, c'est comme sur des sujets politiques où on va te dire ne t'intéresse pas à ça. C'est une censure de perception. Et donc je raconte dans mon premier livre comment j'ai eu un sujet, j'étais au lycée, j'hypnotisais des gens, et un type qu'on hypnotisait souvent nous a décrit l'aura lors de séances d'hypnose. Il était en état d'hypnose très profond. Il est devenu commissaire de police. Et, il est décédé depuis quelques années maintenant. Bon. Néanmoins, j'ai pris un pseudo pour lui. Et malgré ça, je n'étais pas persuadé que ça existait. Il a fallu que je prenne, dans les vacances suivantes, pour jouer un soir avec mes amis, donc un de mes amis que mon épouse connaît, Anne, qui est vraiment pas un type... alors, s'il n'est pas dans la spiritualité, c'est pas... Voilà, vraiment pas. C'est un garçon solide, terrien, la pêche, la chasse, etc. Et donc, c'est toujours comme ça. Un bon gros gars, solide, un ami éternel. Je sais que je peux compter sur lui c'est à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Et c'est le genre d'amitié vraiment profonde, authentique. Mais quelqu'un de très matériel, il ne faut pas lui parler de religion. C'est quelqu'un qui ne lisait pas, il lisait que des BD. Et donc je mets en état d'hypnose, on était à côté de Royan un soir, et je fais la version courte, sous hypnose, il s'est mis à voir les lumières autour des gens. Il s'en souvient encore, ça fait des dizaines d'années. Il s'en souvient encore. Et donc je me suis dit, si ce gars-là, alors il ne faut pas que j'oublie, je ne sais plus quel pseudo je lui ai donné, il ne faut pas que je donne son prénom au micro, si lui raconte ça aussi alors qu'il avait, j'en ai même pas parlé de ça, je suis certain qu'il n'avait jamais rien lu là-dessus, s'il décrit ça, c'est que ça doit exister. Et donc ça a levé un espèce de verrou, et dès le lendemain, j'ai commencé à voir, ça a été très fugace,
Et j'ai cru, c'était clic-clic, une demi-seconde comme ça. Et puis quelques jours après, je suis allé me promener dans la campagne, je le raconte dans 0,01%, et puis là, le spectacle s'est ouvert d'un seul coup pendant 3-4 secondes. J'étais sidéré. Et par la suite, ça arrivait de plus en plus souvent, jusqu'à ce que, assez rapidement, au bout de quelques mois, je dirais, j'étais incapable de ne plus voir. Incapable de ne plus voir. Donc là, tous autant qu'on est, tu peux voir nos champs énergétiques sans problème. Oui, d'autant que, par exemple, toi, tu as un fond noir derrière toi, donc ça fait contraste, ce genre de choses. Mais alors ça s'est apparu quand j'avais l'âge de 17 ans, et j'ai commencé par voir, en fait, directement l'aura. Parce que c'est ça qui est, qui est le plus brillant, qui est le gros cône de lumière qui fait ça. Ici, ça part comme ça. Et en même temps, je me calais là-dessus, et en même temps, j'ai vu le champ d'énergie, j'ai vu les différentes strates du champ d'énergie, et j'ai bien vu que c'était de nature vitale. Ça réagissait d'une manière particulière. Et l'aura réagissait d'une autre manière. Elle a une autre anatomie. Et d'ailleurs, une des choses qui m'ont permis, quand j'étais jeune adulte, de voir que ceux qui prétendaient voir l'aura ne le voyaient pas, c'était que je leur demandais simplement de me décrire ce qu'ils soi-disant voyaient. Voilà. À l'âge de 20 ans, quelquefois, je raconte ça dans 0,01%. Il y a une dame qui prétendait voir l'aura. Bon, je m'assois à sa table, c'était un espèce de festival de voyants. Je dis, vous voyez quoi? Je vois l'aura, mais vous voyez quoi? Comment c'est fait? Voilà. Je dis, elle n'avait pas la moindre idée. Il y a des gens qui s'approprient ces sujets-là sans les maîtriser. Ah c'est clair. Tu en parles beaucoup. Oui, c'est évident. Alors, donc moi, ça m'a... C'est comme dans tout. Oui, mais alors là, c'est quelque chose. Parce qu'il y a même des photos d'aura qui sont totalement bidons. Oui. Il y a un gros business aussi autour de ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, ça vaut zéro. Moi, j'aimerais bien, si tu veux bien, qu'on revienne sur l'emprise et qu'on passe la parole à Estelle. Estelle. Qui mène actuellement une enquête sur le phénomène d'emprise et qui a des questions pour toi. Alors oui, j'aurais préféré être sur le plateau avec vous, mais je suis dans la Creuse, donc ça n'est pas possible. Et nous, on aurait préféré être dans la Creuse. Ah, c'est vrai qu'en plus... En Dordogne, c'est mieux. Plus avec le beau jardin nourricier qu'il y a derrière, oui, on aurait pu manger des framboises, des cassis. Il y a déjà des framboises. Ouais. Alors plein de fruits rouges, plein de vitamines pour commencer la journée. Alors pour en revenir à l'emprise, voilà. Alors moi, ça fait quelques années que je m'intéresse à ce sujet parce que j'ai connu quelqu'un que j'ai perdu. Je me suis toujours demandé si il n'y avait pas une énergie extérieure à lui-même qui avait provoqué son départ. C'est parti de là. Et en me posant cette question, j'en suis arrivée à ce livre, Carl Wickland, 30 ans parmi les morts. Je ne sais pas si tu connais. Je ne lis pas beaucoup ce genre de choses. Alors, c'était un psychiatre qui travaillait avec sa femme médium. Et donc, ils avaient affaire à des patients qui, par exemple, avaient changé complètement de comportement du jour au lendemain. Il lui instillait une petite, une petite décharge électrique qui faisait qu'apparemment les esprits n'aiment pas ça. L'esprit allait dans le corps de sa femme, médium, qui était médium par incorporation. Et là, le psychiatre pouvait s'adresser, quand il y en avait une, parce que ça n'était pas toujours le cas, à l'âme et discuter avec elle pour son départ. Pour lui dire, bon, vous ne pouvez pas rester ici, laissez monsieur ou madame tranquille. Voilà, ça se passait comme ça. Donc là, il y a tous leurs témoignages. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Pourquoi? Apparemment, ça se fait pas. Ça ne se fait plus, en tout cas, en France, ou alors de manière vraiment cachée. Je me suis dit, est-ce que ça se fait? Et est-ce qu'il y aurait des psychiatres qui accepteraient de travailler de cette façon? Alors, l'appel à témoignage, c'était... On recherchait des psychiatres ou des psys ou des patients qui auraient vécu ce type de thérapie de libération d'âme et qui auraient pu être guéris. Alors, est-ce que selon toi, est-ce que des personnes qui sont en hôpital psychiatrique ont des parasites sur elles? Et si oui, de quelle sorte? Et peuvent-elles s'en libérer? Alors, d'abord, je rebondis sur ce que tu disais avec les chocs électriques. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que le système énergétique est très sensible à l'électromagnétisme et à l'électricité de mer en général. Donc, les entités dont le corps est fait de matière epsilon sont forcément sensibles à ça. Et je n'avais pas pensé à ça, mais les électrochocs, ça peut être un moyen de les embêter. Mais ça va embêter également l'être humain qui est à l'intérieur du corps. C'est ça le problème. C'était doux, il paraît. C'était des petites. C'était pas... Oui. Bon.
Je ne sais pas. Pour le reste, je me suis vraiment posé la question. Je pense qu'il y a au moins une part des gens qui sont réputés être psychotiques, qui sont sous l'emprise, sous la domination, sous la dépendance de créatures énergétiques. Et depuis cette expérience qui a eu lieu il y a presque 10 ans maintenant, j'ai tendu l'oreille aux serial killers, par exemple, américains ou autres, qui disaient « j'ai entendu des voix une voix m'a dit d'aller tuer toute ma famille ». Et c'est quand même assez récurrent en criminologie, ce genre de choses. Et je pense que ça va largement au-delà du type qui cherche une espèce de prétexte. Parce que ça ressemble à rien, juridiquement ça ne tient pas la route non plus, hein. Ça n'a aucun effet. Donc moi, pour entendre ces créatures me parler, il y a des exemples dans le livre Ouragan dans lequel des créatures non physiques me parlent, mais c'est pour m'aider. Donc je connais ces voix entre guillemets, je les entends quelquefois très distinctement. Ils m'ont fait la preuve de leur existence. J'ai pu les identifier au fil des années, savoir qui sont les bons entre guillemets et qui sont les pas bons. Mais de manière, on va dire, systématique depuis que je suis enfant, j'ai tendance à les rejeter, à les insulter. C'est-à-dire dès que j'entends ces voix-là, que je répète, j'entends précisément, ou que je sens leur présence, ou que je vois leur présence, je leur mets un choc parce que je sais utiliser mon champ d'énergie pour mettre l'équivalent peut-être d'un choc électrique. Je ne suis pas gagnant sur tout le monde. Hein. Il y a des créatures très puissantes où ça ne leur fait rien du tout. Hein. Je suis incapable, je ne suis pas de taille à lutter avec eux. Donc oui, je pense, pour répondre à ta question, qu'il y a une bonne partie, mais je peux pas dire combien, hein, comment je saurais, de gens qui sont manifestement sous emprise et qui sont dans les asiles psychiatriques. Oui, je le pense. Maintenant, est-ce que c'est 5%, est-ce que 50%? Je ne sais pas. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel type de parasites peuvent exister? Oui, ça c'est assez précis. On va faire des comparaisons avec les parasites de type biologique. Vous avez par exemple des moustiques, des sangsues. Et ça, ils vont se poser sur la peau et ils vont aller prélever ce qu'ils ont à prélever, mais sans entrer profondément dans le corps. Ils vont sucer un peu de sang. Et donc on a de la même façon des parasites qui sont opportunistes, qui flottent un peu partout comme ça, et qui vont se poser sur la surface extérieure du champ d'énergie, sur la coque secondaire ou la coque primaire. La coque primaire, c'est celle qui est la plus forte en couleur et qui est à peu près épaisse comme ça. Voilà. Enfin, voilà. Et donc ils vont se poser là, et là ils vont faire leur petite affaire, ils vont littéralement se nourrir. Première catégorie alors, c'est toujours catégorisé, c'est toujours un peu simplifié, mais bon. La seconde catégorie, c'est les créatures qui vont ces parasites-là, opportunistes, ils ne vont pas rester. Hein, comme un moustique, il ne va pas rester sur vous. Voilà, il pompe le sang et il s'en va. La sangsue, pareil. Peut-être. Après, il y a les tiques, qui, eux, vont s'implanter plus durablement dans la structure et faire un système d'enracinement. Mais ils ne sont pas destinés non plus à rester longtemps, mais ils sont plus embêtants. Ils sont déjà plus enracinés. C'est vraiment un système d'enracinement énergétique. Hein. Il reste des fibres énergétiques qui se mettent en harmonie avec les structures du système énergétique, donc qui pénètrent le corps, parce que le corps énergétique, c'est pas juste à l'extérieur, c'est à l'intérieur, en fait. Et donc, ils vont aller opérer une espèce de symbiose, de fusion, pour s'enraciner. Et pour moi, le troisième type, c'est vraiment l'entité énergétique qui se pénètre totalement à l'intérieur du corps et qui s'y immerge complètement. Donc elle n'est plus en surface du tout, elle est à l'intérieur. Et là, on peut parler de possession parce qu'elle est vraiment installée. Elle prend les commandes de la personnalité. Elle repousse la personnalité. Elle peut prendre les commandes de la personnalité. Alors, ce que j'ai observé dans le cas Océane, c'est qu'il y avait probablement, elle est toujours dans l'ombre, elle est toujours là, comme assoupie, ou ne désirant pas intervenir. De temps en temps, elle reprend les commandes en 1 seconde. Et là, c'est spectaculaire. La personne se transforme. Et moi, j'ai assisté après cela à des cas de possession comme ça, hein, parce que ça existe vraiment. Et la personne se métamorphose en 1 seconde. Vraiment. Ouais. C'est plus le même visage, c'est plus la même voix, c'est plus le même comportement. Il y a même des prouesses physiques qui sont effectuées. On connaît 2 prêtres exorcistes, on l'a croisé à l'occasion d'un mariage, des personnes assez connues en France, avec son père Gérard et père Patrick, hein, je vais les nommer, qui font des exorcismes. Et ils nous ont raconté que les humains qui sont sous emprise démoniaque, c'est-à-dire les créatures les plus puissantes, ont une force surhumaine. Vraiment. Et père Patrick,
À l'époque, on l'a vu, il était champion de France de bras de fer. Hein. Il a des bras comme ça. Il fait 130 kilos, je ne sais pas combien, 1m95. Il nous a dit, il n'y a pas longtemps, il y a une petite nana toute mec qui l'a soulevé d'un bras. Voilà. Voilà. C'est... Ça rappelle un peu les 1001 vies de Billy Milligan. C'est cet homme qui avait 24 personnalités. Alors oui, je crois, 24 ou quelque chose comme ça. Donc à l'intérieur, il y avait une petite fille, un costaud, etc. Oui, ça, il y a une maladie psychologiquement reconnue là-dessus. Alors voilà, la question c'est, est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est une multipossession ou qu'est-ce que c'est qu'une maladie ? fragmentation de la personnalité ? C'est pas parce qu'on nomme. C'est un des trucs de l'être humain. Ça. On va nommer un truc, on va donner un nom à quelque chose. Puis après, on met son mouchoir par-dessus, on dit c'est fini, on a tout compris. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment c'est possible d'avoir 24 personnalités ? Et puis c'est comme ça qu'on assomme la personne avec des médicaments et qu'on ne va pas chercher la cause. Voilà, c'est comme on a inventé le concept d'inconscient collectif il y a 200 ans. On a nommé ça, et puis après, on s'est arrêté là. Maintenant, on a tout compris, on a mis un nom. Enfin, on n'avait rien compris. On a essayé de modéliser un phénomène. On ne l'a même pas modélisé. On a mis un nom sur un ensemble de phénomènes et on a cru qu'en donnant un nom, on avait compris. Mais ce n'est pas ça du tout. Et alors, par exemple, si on revient juste sur si on remobile là, de 2 minutes, quand tu parlais de cette petite personne qui pouvait soulever le gros costaud de 130 kilos. Ça, par exemple, on a aujourd'hui avec la production... Alors ça, on pouvait parler de ces sujets-là pendant... Les gens ont parlé de ce dont tu parles là pendant les 10 derniers millénaires. C'est une question qui a fasciné des millions et des milliards probablement de personnes. Mais aujourd'hui, on a autre chose. On a la production, par exemple, de petites vidéos où tout le monde filme. Et on peut filmer des situations ubuesques qu'on ne verrait jamais au quotidien, etc. Par contre, il n'y a jamais ça. Ce que tu racontes là, on ne le voit pas en vidéo. Alors, comment expliquer cela que finalement, on ne voit pas ces 4 possessions en vidéo, par exemple? Si tu en as. Tu en as. Ah oui. Tu vois des personnes switcher. Tu vois des personnes switcher devant toi. Si, ça existe, des vidéos comme ça. Tu peux en trouver. Alors, en même temps, on peut en mettre au montage. Alors, peut-être qu'on pourrait... Parce que on va avancer sur les sujets. Tu voulais continuer à poser des questions sur l'emprise, je crois. Oui, tout à fait. Alors, juste pour en revenir à ce qu'on vient de dire, c'est vrai qu'on peut regarder des vidéos, mais comme tu dis dans plusieurs vidéos, Marc, le meilleur moyen de comprendre les choses ou de voir qu'elles existent, c'est de les expérimenter. Bien sûr. Et donc, par exemple, pendant un stage, c'était un stage de chamanisme, il est allé filmer les deux personnes qui organisaient. À un moment donné, il y avait un jeune qui était là. Donc, un des 2 animateurs a commencé à taper le tambour. Et le jeune, qui avait un visage très, très sombre depuis 3 jours, franchement, dès que je passais à côté de lui, j'avais peur. Je ne pouvais même pas le regarder en face. À ce moment-là, a commencé à devenir presque fou. Et il a fallu 3 hommes devant moi. Là, je n'avais pas la caméra à ce moment-là, malheureusement. Il y en avait un qui était bodybuildé. Ils étaient à 3 pour le tenir au sol, alors que c'était un gamin de 16 ans. Donc, quand on voit ça, en fait, c'est en raison de ces scènes que j'ai vues que je me suis posé ces questions aussi. Oui. Okay. Alors, c'est tout à fait vrai, mais il y a certainement des films de ça. Le truc, c'est qu'on ne peut pas non plus croire une vidéo. On a des moyens de les truquer, de raconter n'importe quoi. Donc, moi, je ne crois absolument pas la moindre vidéo ni la moindre bande sonore. Alors, de toute façon, de plus en plus, avec les IA, on va nous raconter n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il faut être là, il faut être présent, il faut avoir vérifié le truc soi-même, avoir mis les mains dedans et avoir regardé ça dans tous les sens. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très rationnel. Très empirique. Ouais, très empirique. On me la fait pas facilement. Et par rapport à ce que tu disais sur les parasites, est-ce que pour toi, à chaque fois, ces parasites, quand même, ce sont des âmes ou des bouts d'âmes? Là, on vient de rencontrer Anne de Ligné, qui, elle, pense que elle n'aime pas appeler ces énergies-là des parasites ou des entités. Elle préfère les appeler les personnes sans corps, comme des personnes qui ont souffert et dont il faut prendre en considération la souffrance et leur parler avec amour pour pouvoir les élever vers la lumière. Alors, mais je crois que vous ne parlez pas de la même chose, parce qu'en fait, Anne de Ligné, je crois qu'elle s'adresse aux défunts. Ah, bon, c'est pas pareil. Voilà. Mais alors, c'est une forme de parasitage, on est bien d'accord. Un défunt qui s'accroche à vous, c'est une forme de parasitage. Mais là, tu parles de parasites énergétiques. Alors, utiliser de l'amour avec les parasites énergétiques, ça va les faire mourir de rire. Ou alors, ils vont se nourrir.
pour le coup, parce que ça leur plaît beaucoup. Donc ça, c'est pas la peine. Ensuite, ce ne sont pas des créatures qui sont dépourvues de corps, c'est pas vrai. Ils ont un corps énergétique, et si vous sortez en dehors du corps, vous allez voir que leur corps énergétique, il est hyper dense. Hein. C'est une question de point de vue. Hein. Il va vous paraître même plus dense que le vôtre. En termes de... il a beaucoup d'inertie, par exemple. Il a une masse beaucoup plus importante. Il a une masse, en tout cas. Il a une masse, oui. Ouais. Donc, ils ne sont pas du tout dépourvus de corps. Et même les défunts ne sont pas du tout dépourvus de corps. Voilà. Donc, que les entités soient des âmes, entre guillemets, pour moi, c'est indéniable. C'est pas... Alors, parce qu'il y a des gens qui vont penser que ce sont des formes pensées, c'est-à-dire des espèces d'agrégats, d'amalgames de matière énergétique modelés avec la propre pensée. Alors ça, c'est une possibilité, mais en général, les parasites, c'est pas ça. Il y a vraiment une entité qui est à l'intérieur, qui est parfaitement reconnaissable. Et c'est l'expérience hors de corps qui nous permet de voir ça. Voilà, de manière directe. Voilà, là, on sait. Voilà, on n'a même pas besoin de chercher à savoir, on sait. On voit les entités. Et on voit que ce sont des êtres comme chacun d'entre nous, et qui ont leur système de fonctionnement, et qui, légitimement, ils ont le droit de se nourrir, puisque de toute façon, on se laisse faire et on ne sait même pas qui se nourrissent. Donc, de leur point de vue, c'est tout à fait normal, et on peut comprendre leur point de vue. Et en plus, on est des animaux inférieurs pour eux, biologiquement. Donc, ils nous mettent en élevage. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, pour avoir ce niveau de conscience, pour comprendre ou pour voir ce que tu racontes, il faut donc, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, casser les blocages qu'on a et s'intéresser à expérimenter ces phénomènes. Je pense qu'il faut avoir une raison pour ça. S'il y a quelqu'un de malade dans notre entourage, moi personnellement, j'ai personne de malade dans mon entourage, j'aurais pas eu la démarche personnelle de m'intéresser à ce genre de sujet. D'accord. Tout le monde dans ma famille est à peu près équilibré, puis bon, je suis tombé sur ce cas-là. Et si je me suis attaché à cette personne-là, c'est parce qu'on avait une histoire de 30 siècles aussi. Hein. Parce que des gens comme ça, j'en ai croisé dans ma vie, je ne m'étais pas forcément accroché. Au contraire, quand je voyais que ça ne tournait pas rond quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes, je me détachais tout de suite. C'était une histoire réglée. Là, j'ai beaucoup hésité, surtout au début de la relation. Et puis après, je me suis laissé emporter. Et ce qui m'a capté, c'est le niveau de sensualité que je n'imaginais pas, je répète, totalement impossible. Hein, vraiment, c'était quelque chose... que je ne saurais décrire, que je vais essayer de décrire ici, mais voilà. Tout ce que les êtres humains peuvent imaginer en termes d'idéal, de sensualité, tout ça, le parasite vous le fournit. Et ça... pour y résister Pour y résister, bonjour. Hein. Accrochez-vous. Et comment on s'en libère alors? Parce que là, tu parlais des prêtres exorcistes, mais est-ce qu'il y a que cette façon de se libérer d'une emprise? Je pense qu'il y a un véritable combat. Là, pour le coup, c'est un véritable combat. On se rend compte que c'est vraiment des liens. Alors, c'est pas une image, hein, c'est-à-dire qu'il y a entre les êtres des liens, des filaments d'énergie qui se connectent. On est sur du velcro, hein, c'est tout à fait ça. Pas croire que l'énergétique, c'est de la lumière, c'est immatériel, mais c'est le contraire de ça. C'est lourd, c'est matériel, c'est basique, c'est brut. Enfin, il n'y a pas plus brut que ça. Donc, faire des filaments d'énergie, c'est super facile. Les gens en font tout au long de la journée sans s'en rendre compte. S'ils ne sont pas relax, s'ils ne sont pas cool, ils ne font pas de filament d'énergie. Mais dès qu'ils sont un peu relax, ça part dans tous les sens. Donc ils se connectent avec les gens qui sont en affinité. Toi, tu vas te mettre à penser à quelqu'un que tu aimes bien. Tu vas faire des filaments d'énergie parce qu'ils ont une inertie, mais une très faible inertie. Donc ça va être porté par la pensée. Donc ça va aller se connecter à la personne à laquelle tu penses. C'est comme ça, même si elle est à 10 000 km. Donc il y a des règles aussi de confinement, parce qu'il y a ce que j'appelle la bulle locale, mais c'est de la connexion, c'est de la fibre optique. Rien de plus que ça. Et c'est pour ça que, voilà, on change de sujet, mais que la vision à distance s'explique très bien avec ce genre de choses. Hein, on projette de la fibre, on exporte ses perceptions avec des fibres de matière énergétique. Et les plus grandes armées du monde ont des espions psychiques. Oui, c'est ce qu'on appelle, tu sais, le remote viewing. Effectivement. Ouais, donc, ça marche comme ça. Mais c'est très efficace. C'est quoi le remote viewing? Vision à distance, mais en fait c'est un terme générique, mais qui veut dire perception à distance. Parce que c'est pas seulement la vision qui est exportée, mais tout peut être exporté, même le sens du toucher. Tu voulais poser d'autres questions à ce propos? J'en ai tellement, mais je ne vais pas toutes les poser parce qu'il faudra qu'on refasse une émission, je pense, spécialement là-dessus. Ouais. Mais ne serait-ce que par rapport aux gouvernants, est-ce que selon toi... Parce que
Oui, selon moi. Certains... Alors, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a en gros deux catégories. Les leaders charismatiques chez les humains terrestres, je parle de ceux-là, parce qu'il y a des humains non terrestres, et il y en a beaucoup, de différentes sortes. Les humains terrestres, soit ils portent la puissance, le pouvoir en eux-mêmes. Alors, c'est quoi le pouvoir ? Je le définis dans le livre, c'est quasiment mathématique. C'est la quantité d'énergie qu'on est capable de mobiliser et l'intelligence pour l'utiliser. C'est très simple. On reviendra sur cette notion. Donc, il y a des êtres sur cette planète, des êtres humains, qui ont le pouvoir en eux-mêmes. On va dire, je ne veux pas donner de chiffres, je serai incapable de donner des chiffres, mais c'est une minorité. Beaucoup d'êtres n'ont de pouvoir que par association avec une créature énergétique extrêmement puissante. D'où les rites sataniques. D'où ce que faisaient les Incas, les Mayas, avec dans lequel ils sacrifiaient des gens et récupéraient de la matière epsilon, qui était la matière de base. Ils la stockaient, ils savaient la stocker, et ils savaient faire beaucoup de choses avec ça. Vous avez dans l'histoire des grands leaders mondiaux, vous avez très souvent une enfance difficile qui a ouvert la possibilité à la prédation par une créature énergétique qui a fini par s'installer. Et quand cette créature énergétique a compris que peut-être il y avait du potentiel chez cette personne-là, il en fait un chef de troupeau. C'est-à-dire il lui insuffle du pouvoir, et c'est un pouvoir de domination sur son entourage, un pouvoir de fascination. Et Hitler était dans ce cas-là. Alors, plus on prend de drogue, plus on a souffert dans son enfance, plus on ouvre la porte, parce qu'on a une véritable protection contre les parasites énergétiques. C'est la couche primaire, la couche secondaire et la couche tertiaire, principalement. C'est un blindage. Le mien est assez costaud. Le tien est moins costaud que le mien, par exemple. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu es un gruyère. Mais les médiums, c'est du gruyère. Ça rentre tout seul. Eh bien, l'utilisation de la drogue, une enfance difficile, la violence, on les viole, ce genre de choses, vont faire que les entités vont choisir comme ça des chefs de troupeau et vont en faire en quelque sorte un relais de pouvoir pour ramener de grandes moissons. Et donc, ce qui a été fait probablement avec des gens comme Hitler, je ne l'ai pas connu, bien sûr, je suis né après, mais... c'est qu'il a provoqué des guerres pour nourrir une grande quantité d'êtres énergétiques qui voulaient se nourrir de ce que provoquait la violence, la haine, la mort, la souffrance de manière générale. Mais alors, bon, Hitler donc n'est plus là, mais est-ce que tu es en mesure, est-ce que tu ferais cette démarche d'aller voir à distance un personnage tel que Poutine Alors, j'ai eu cette expérience-là. Pour voir ce qui se passe. J'ai eu cette expérience-là. On était dans les années 90 et je bossais pour une grosse boîte américaine. Et puis, j'allais... j'ai déjà raconté sur Facebook, mais je le répète. Il y avait le cercle théosophique, il était Square Rap à Paris, je me souviens de ça, qui avait organisé une grande réunion avec des bouddhistes. Et puis, il y avait un invité qui avait tourné, je ne sais plus s'il avait tourné dans le film à l'époque, qui s'appelait Sojar Rinpoché. Sogyal, oui. Ouais. Et donc, j'arrive dans cette réunion. Alors, c'était blindé de monde. Ils avaient loué une salle pas très loin. Il faisait chaud. J'arrive en costume, vraiment costume, cravate et tout. Et je rentre dans une salle où il n'y avait que des mecs habillés en robe avec des colliers qui me regardent, et des crânes rasés, qui me regardent amoureusement en disant « Pauvre type, que t'as vu comment t'es fringué ?» Mais avec amour et compassion. Vous voyez, ce genre de truc. Et on était là pour voir le petit bonhomme, là, que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Et il est arrivé avec je ne sais pas combien de retard. Et dès qu'il est arrivé, comme je savais faire, moi j'ai balancé mes fibres epsilon pour tâter le bonhomme, pour voir comment ça allait se passer, quoi. Ce qu'il y avait à l'intérieur de la masse de viande. Tu parles d'un éveillé, je suis rentré comme dans du beurre, c'est-à-dire c'est un parfait dormeur, pas du tout conscient d'être pénétré. Et puis j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, sa psyché, etc. Bon. Et c'est des années après, au cours d'un voyage hors du corps, c'était durant l'été 2017, je crois, que j'ai appris par un voyage qu'il y avait des trucs vraiment pas clairs qui se passaient dans les centres qu'il avait créés, parce que je ne m'étais pas du tout intéressé à ça entre les deux mois. J'avais vu que la plupart des autoproclamés leaders spirituels terrestres étaient des simulateurs.
Et donc, je m'étais écarté de ça en disant c'est la planète des singes, et puis je me mélange pas à tout ça. Je vis les choses de mon côté, et puis c'est tout. Et donc, j'avais ma carrière tranquille, hein, voilà. J'étais directeur commercial dans une grosse boîte, et j'arrive en costume boss, voilà, là-dedans. Voilà. Et je m'aperçois de ça, et je me dis, je m'en vais, et puis c'est tout. Donc, j'apprends des années après que ce garçon-là, je lis le bouquin, je tombe ce jour-là sur le bouquin de Marion d'Absence, qui a fait une enquête sur le terrain, parce qu'en plus c'était une bouddhiste, hein, ethnologue des religions, je crois, qui fait une enquête sur le terrain, qui décrit des choses abjectes. Hein, où là, clairement, dans les mécanismes qu'elle décrit, c'est clairement un chef de troupeau. Ce Cyril Potier était un chef de troupeau, chargé de faire du moissonnage, d'amener des disciples. Donc tu penses que beaucoup de chefs spirituels ou de chefs de gouvernement sont mais j'ai pas le moindre doute là-dessus. Sous emprise. Mais j'ai pas le moindre doute là-dessus. Pour avoir du pouvoir, je répète, soit on l'a de manière intrinsèque, soit on l'acquiert par association avec une créature énergétique. Et voilà, à mon avis, il y a plein d'exemples. Maintenant, il faudrait que je rencontre les individus en question pour savoir, parce que là, pour le coup, ça, c'est pas très difficile à savoir. Mais il y a d'autres signes. Il y a des signes qui sont, qui parlent, hein, qui décrivent les cas cliniques de gens qui sont possédés. Il suffit de les comparer aux gens qu'on connaît. Alors, je ne dis pas que tous les humains de pouvoir sont comme ça. Je dis qu'on court le risque qu'ils soient sous domination, sous manipulation, sous contrôle d'entités énergétiques. Maintenant, je ne vais pas faire un tableau en disant celui-là non, celui-là oui, etc. Et puis, je suis qui pour juger de ça, hein, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je sais que le phénomène, il existe, et puis que c'est probablement ça qui va provoquer des guerres, parce que derrière les phénomènes d'affrontement, de souffrance, de guerre, de torture, on sait qu'il y a en fait les démons qui se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de ça. Il y a d'autres classes de créatures énergétiques qui vont se nourrir de l'amour que tu ressens pour ton chien ou ta mère. Hein. Donc, c'est ça qui est terrible aussi. Ça dépend de la production qu'on est capable d'avoir. Et mais il y a des créatures qui vont se nourrir de ça, qui vont te faire fabriquer de la matière, qu'on peut appeler une espèce de miel, avec le goût amour. Voilà. Donc, plus tu ressens de l'amour, plus l'amour, la dévotion, ce que tu veux. C'est toujours du louche. C'est toujours de la prédation. Le jour où tu prends conscience de ça, tu te dis, c'est plus compliqué que je pensais, cette affaire-là. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, on se retient d'aimer, Non. On se retient de détester. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, mais c'est une réflexion de ces dernières années, pour moi, c'est ce qui doit être notre première préoccupation, c'est la reprise de notre pouvoir personnel. Si on est sous la dépendance de créatures énergétiques, c'est parce qu'on est faible. C'est parce qu'on est poreux, c'est parce qu'on est manipulable, on a été trompé, leurré, et d'ailleurs, c'est ce qu'au fond, plus un leader charismatique est menteur et manipulateur, plus il y a d'indices qui nous font penser qu'il est sous domination démoniaque. Alors, quelquefois, et je prends l'exemple dans Ouragan d'Isabelle Kubler-Ross, pour qui j'ai énormément d'estime, hein, j'avais lu les bouquins très tôt, hein, et elle a fait un travail remarquable, une des premières à avoir travaillé sur l'accompagnement des mourants, peut-être la première à l'époque moderne, mais elle a été sous l'influence d'un médium charismatique, hein, c'est elle-même qui le dit, qui était même capable de faire des matérialisations. Et elle a fini par s'en séparer au bout d'une quinzaine d'années parce qu'elle s'est rendue compte que c'était démoniaque. C'est le terme qu'elle utilise dans le livre. Hein. Et pourtant, cette entité avait servi sa cause pendant des années et des années. Parce que ces êtres-là, certains sont tellement intelligents qu'ils sont capables d'élaborer des plans sur 10-15 ans, un peu comme nous, on plante un arbre et on attend qu'il puisse fructifier. Alors, il y a des entités qui sont très avancées, qui ont un discours spirituel, et j'essaie de donner des indices. Parce que s'agissant des leaders spirituels, les entités savent comment ça fonctionne, ils utilisent toujours le même registre. Alors, quand une personne va dire, par exemple, qu'elle est d'un seul coup une espèce d'élu, ça, c'est la première sonnette d'alarme, c'est une grosse sonnette d'alarme, ça. Je suis un élu. Je suis un être de lumière. Je suis associé à un saint ou à une créature très avancée. J'ai une mission sur la planète, auprès des hommes, ou sur Internet, ou dans telle et telle communauté. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent sur les humains faibles,
très influençable. Et donc, on reconnaît à son discours l'origine du parasite et la qualité du parasite. Mais alors du coup, c'est vrai que tu parles souvent des médiums, des canals, des choses comme ça, en disant qu'ils sont victimes finalement de ces... J'ai des exemples. Ouais. Le problème, c'est que j'ai des exemples. Alors, je ne vais pas faire de statistiques, mais le problème du médium, et j'en ai croisé quelques-uns, j'en ai parlé quelques fois en détail, et je n'ai pas toujours donné toutes les rencontres que j'ai eu lieu de vivre. Mais la plupart sont ignorants de qui leur parle et qui les influence. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que vous avez quelqu'un au bout du fil qui vous dit, ben voilà, je vais t'annoncer telle chose. Et puis tu peux l'annoncer autour de toi parce que c'est vrai. Et ça se produit. 3 jours après, les choses se produisent. Ou alors, ils vont vous donner des détails sur vie personnelle que vous êtes le seul à savoir. Et ça vous subjugue complètement. Comment peut-il savoir ? Eh bien, ce que les gens ignorent, c'est que c'est eux-mêmes qui viennent de leur dire, parce qu'ils portent l'information en eux, et que donc moi, si je vais pirater ton ordinateur personnel, je me câble avec des trucs, et voilà, avec un virus, je sais tout. Parce que l'information, elle est là, dans ton ordinateur. Alors, même des informations inconscientes, parce que moi, je sais que j'ai eu une séance où la personne en face de moi m'a appris des choses que j'ai vérifiées ensuite auprès de ma famille. Mais oui, mais l'inconscience, c'est quelque chose dont on peut discuter largement. Je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus. Ouais, mais il y a quelque chose en toi qui est au courant de ça, qui connaît le détail. Et donc, soit le médium le lit directement, soit il le fait par l'intermédiaire d'une créature énergétique qui lui donne son pouvoir. Donc voilà, c'est comment tu fais la différence, toi. Tu vois, et c'est pas parce que quelqu'un te dit la vérité sur ce que tu sais, toi, par exemple. Je suis bien content d'apprendre ce que je sais déjà. Déjà, on peut lui dire ça. Okay. Ou ce que je ne savais pas, justement, parfois. Oui, mais tu le savais, en fait. Si l'information, elle vient de toi. Alors, il est aussi... J'essaie de donner des explications. Le médium ou l'entité énergétique est tout à fait capable, par exemple, de dire « Tiens, pense à ta grand-mère ». Et chlouk, il balance une fibre énergétique, et toi, tu es en train de penser à ta grand-mère, donc tu balances une fibre énergétique à ta grand-mère, et donc le médium, il suit le truc. Moi, je l'ai fait ça. J'ai vu que ça marchait. Bon, je ne vais pas me rentrer dans les détails, mais j'ai pu avoir des informations en utilisant quelqu'un comme relais. Et c'était très, très précis. Donc, moi qui suis un vrai gland dans ce domaine-là, imaginons les gens qui sont professionnels, et la créature énergétique qui baigne dedans. C'est son univers. Donc tu déconseilles d'aller voir des médiums. En tout cas, tu considères que ce n'est pas des informations fiables et qu'ils peuvent être manipulés. On ne sait pas qui parle et qui manipule le médium. Alors, il y a des médiums qui sont probablement conscients du phénomène, j'imagine. Il y a des médiums qui savent reconnaître, j'imagine, parce qu'à la longue, on finit par reconnaître la vibration fondamentale d'une entité énergétique. Mais j'ai peur que ce soit une toute petite minorité. Alors, moi, je ne prétends pas faire une espèce de glossaire en disant celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien. J'en sais rien. Moi, personnellement, je ne les écoute pas, ces gens-là. Jamais. Il y a une minorité de bons médiums. Je pense. Enfin, en tout cas... T'en as connu ? Non. Mais en même temps, je ne cours pas après. Quoi faire ? Oui. Mais du coup, comment est-ce qu'on sait que, par exemple, ça ne va pas être ces médiums-là qui vont être plus proches de quelque chose de vrai et toi peut-être dans le faux ? Moi, je crois qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelque temps, un bouquin qui a été écrit, en utilisant la médiumnité pour prouver la vie après la mort. Ok ? Mais ça ne vaut rien du tout. Parce que le médium va avoir accès par l'intermédiaire des créatures énergétiques à des informations que quelqu'un détient à un moment ou à un autre. Et donc, même si c'est une seule personne qui va vérifier, on va la trouver. L'être énergétique va la trouver, cette personne. Et c'est très facile pour lui. C'est vraiment très facile. Il a une vision du champ d'énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer. On est un peu dans Matrix. Donc, il cherche l'information, il court le système. Tu dis, c'est ici, là, voilà. Et je ramène l'information. Donc, il vous dit, tiens, il avait une bague qui chérissait beaucoup, qui venait de sa mère, elle a telle et telle forme, etc. C'est ça une preuve après la mort ? De la vie après la mort ? Mais pas du tout. Alors, sans transition, est-ce qu'on parlerait pas de la vie après la mort, justement ? Parce que dans Ouragan, justement, tu décris un moment où tu accompagnes un homme qui est en train de mourir. Oui. Et tu mets en œuvre des choses qui font que ça se passe très bien pour lui. Alors, pas tout seul. Au point pas tout seul, mais au point qu'une infirmière pleure en vous disant « J'ai jamais vu quelqu'un partir comme ça ». C'est toute la famille, en fait. Alors, qu'est-ce que tu trouverais intéressant de nous dire par rapport à ce qui se passe pendant ce passage qui nous permettrait, nous, de mieux accompagner nos mourants ou de mieux se préparer à la mort ? Alors, c'est vraiment... là, l'exemple, c'est de ne pas être effrayé par la mort. Alors, on est tous effrayés, mais
malgré tout, d'accompagner la personne. Malgré tout, d'être présent. Malgré tout, de l'entourer de notre chaleur vitale. Là, je parle de chaleur vitale. Et ce qu'on a fait avec, je crois que j'ai baptisé Eugène. On lui a pris les mains, c'est ça C'est les pseudos, je les prends comme ça. Bon, bref. Et on lui a pris les mains, on lui parlait alors qu'il ne réagissait pas du tout. Hein. Et donc, moi, j'ai utilisé à ce moment-là mon rituel appris dans le Yucatan, il y a quelques siècles. Mais j'en ai pas fait état devant les autres non plus, je le murmurais, personne ne m'entendait. Et on a fait ça pendant des heures. Il y avait une chaude présence de toutes les gens de la famille qui étaient là. Et quand cette infirmière a demandé à nous voir, quand on est venu pour les papiers après, elle a été très émue. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. C'était une dame qui avait peut-être 50 ans, elle en pleurait. Je me souviens. Et moi, ça m'a sidéré. Que ça soit la première fois qu'elle assistait à quelque chose comme ça. Ça veut dire que la plupart des gens partent seuls. Voilà. C'est terrible, ça. Parce que donc tu avais accès à son état psychique. Hein. Tu voyais comment il était. Alors, tu voyais sa détresse et tout ça. Pour raconter, alors pas seulement pour te raconter, t'expliquer comment ça s'est passé. Tu as lu Ouragan, tu l'as lu. Bon, on arrive à l'hôpital, on dit Pépère. Alors moi j'appelais Pépère. Papinou, je l'appelais. Il est hospitalisé, il sort mardi ou mercredi. C'est rien. Bon, on arrive dans la chambre et on voit l'interne avant. C'était une jeune femme qui nous dit « Ouais, je vous le rends dans 2-3 jours. » Pas de problème. Bon, on rentre dans la chambre. Et puis il est allongé sur son lit, il avait l'air de dormir. Il ne bougeait pas, il n'a pas l'air spécialement effrayé ni en souffrance. Et bon, comme je vois tout le temps le champ d'énergie et l'orage, je regarde ça, mais je sais pas, je fais attention, c'est que je vois. Donc je regarde le truc, je dis, mais il n'est pas en train de... Non, il n'est pas en train de guérir, là. Il est en train de se déchirer dans tous les sens. Le système énergétique se délite. Donc je me tourne vers les gens qui étaient là, je dis, il est en train de mourir. 3 jours. Et donc, j'avais pas mal de crédibilité dans cette famille-là, donc tout le monde prend en compte ce que je dis. On retourne voir l'interne, on lui dit, mais vous êtes sûr qu'il va sortir rapidement, tout ça ? Oui, il n'y a pas de problème, il a un petit truc, il dort, il se repose, etc. Et moi, je vois plein de choses en même temps, en dehors du fait de voir l'état du champ d'énergie qui est en train de se déliter. Ça se barre en lambeaux, littéralement, ça se dissout. Donc, je vois qu'il était en train de souffrir psychologiquement, qu'il luttait contre la mort, qu'il avait une énorme gêne dans la trachée, probablement dans la trachée artère, quelque chose avait dû passer. Donc, j'ai fait le siège du bureau des infirmières pendant une bonne partie de l'après-midi, sans être violent. Je peux être très emmerdant, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en les harcelant, en disant, écoutez, donnez-lui des anxiolytiques, il va pas bien, donnez-lui des anxiolytiques. J'y allais toutes les demi-heures. Voilà. Et une fois, l'interne est venu me voir en disant, mais je sais mieux que vous ce que j'ai à faire. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Mais j'ai continué, parce que je savais que, bon... Et peut-être vers 5 heures, ils lui ont donné des anxiolytiques, ils lui ont fait une intubation pour les dégager à tracher. Il s'est senti tout de suite beaucoup mieux. Et puis tout à fait à la fin de la journée, l'interne a demandé à nous voir. Il a dit, effectivement, il est en train de partir. Je dis, mais pas... Et là, pendant une seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous a raconté toute la journée ? En fait, elle appliquait ce que quelqu'un lui avait expliqué à la fac de médecine. Un protocole. Bon, alors, je n'ai pas cherché à polémiquer avec elle. De toute façon, on a autre chose à faire. Je dis, oh là, mon Dieu. Bon, bref. Ça, c'est juste un exemple qui montre que, contre l'avis médical, j'ai vu ce qui était en train de se passer. Et il y avait une demi-douzaine de témoins. Oui. Et tu peux en profiter pour nous expliquer un petit peu, selon tes informations issues de tes expériences directes, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur après ? Qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'autre côté ? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une forme de continuité et de discontinuité en même temps. C'est-à-dire que c'était un garçon qui était un vrai terrien, un dur à cuire, quelqu'un qui a terrorisé sa famille, qui l'aimait probablement, mais qui était un gueulard. C'était un dur de dur qui avait bâti sa maison de ses mains aussi. Voilà. En fait, c'était un petit garçon, mais qui se défendait comme ça en faisant du bruit. Et moi, je l'ai vu tout de suite la première fois que je l'ai vu, donc je l'ai pris dans mes bras. Je suis assez costaud, je suis joca. Je l'ai calé contre moi comme ça, il ne pouvait plus bouger. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est laissé aller. En fait, j'ai compris que c'était un petit garçon. Alors qu'il terrorisait tout le monde depuis toujours. Mais il était totalement... alors là, la spiritualité, il ne faut même pas en parler. Hein. Donc il était, pour lui, il luttait contre l'anéantissement total. Et de toutes ses forces.
Voilà, il mettait 100% de ses forces qui lui restaient. Donc, notre état de conscience au moment de la transition et après, c'est une espèce de continuité, mais avec des sauts, des discontinuités. C'est-à-dire que ce qu'on a été durant notre vie, et probablement même encore plus ces derniers instants de notre vie, parce qu'il y a un phénomène de rémanence comme ça, notre état de conscience, on l'emporte avec nous. Et c'est ça qui va déterminer notre devenir après. Où on va et comment ça se passe. Et ça, c'est une loi, elle est incontournable. Hein. Les gens peuvent raconter, vous savez, autrefois dans les religions, il y avait des indulgences, on pouvait racheter ses péchés, etc. Tiens, ça c'est de bullshit total. On est le résultat de ce qu'on a fait principalement. Voilà. Notre état de conscience nous a fait faire des choses. Et donc, après la destruction du corps biologique, en fait, pour ce qui concerne le gène, c'est ce qui se produit assez souvent. Ben, je n'ai pas assisté à 10 000 morts, mais c'est que la personne elle quitte le corps avant même que le corps soit complètement mort. De toute façon, pourquoi? Ça s'explique très bien. Le système énergétique, c'est la seule chose qui nous retient dans le corps biologique. On apprend ça pour les voyageurs du corps. Donc, quand le système se délite, pour un oui, pour un non, on gicle hors du corps. Hein. Il n'y a plus rien qui nous colle dedans. Donc, on est en dehors du corps, mais on est avec l'état de conscience qu'on avait précédemment. Mmh. Et cet état de conscience, je rejoins un petit peu les religions, pour une fois, les religions en tout cas monothéistes, c'est ce qu'on a fait de bien ou de mal. Alors, je ne parle pas de manger ceci ou cela, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Ce qu'on a fait par rapport aux lois universelles et pas par rapport aux lois des hommes. Par rapport aux lois universelles. Et les hommes peuvent inventer n'importe quelle loi absurde. Les lois universelles sont là et elles s'appliquent dans tous les cas de figure. Ouais, on ne peut pas les contourner, on ne peut pas négocier avec elles. Par rapport à ces lois universelles, on va soit vivre des moments pas tellement faciles. On peut se trouver, par exemple, perdu, confus, endormi, se réveillant. Il y a plein de phénomènes comme ça. On peut, au fur et à mesure où la matière epsilon qui nous ancre dans la réalité physique se dissout, il y a toutes les structures dans le corps astral, parce qu'on a la même contrepartie dans le corps de lumière, qui se dissout aussi, et en même temps la corde d'argent. Parce que tout ça, c'est un seul et unique système. Et ça se dissout, puis au bout d'un moment, la personne, elle n'est plus là, quoi, parce qu'il n'y a plus rien qui la rattache ici. Elle va où? Soit elle est très très fortement attachée au monde physique, et elle peut y rester, et c'était le cas d'un exemple que je donne en 0,01%, soit à cause de son état de conscience, et donc de ses actions, elle va, c'est le cas de la plupart des êtres humains, il ne faut pas se faire d'idée, ils vont lentement ou plus ou moins rapidement monter vers les mondes supérieurs. Soit, si ça n'a vraiment pas été des gens, on va dire des gentils, ils vont faire le chemin inverse. N'étant plus ancrés dans la réalité physique, ils vont descendre dans les mondes inférieurs. Et là, les enfers, ça existe. Je ne suis pas du tout d'accord avec les religions en général, mais les enfers existent. Je suis allé, j'ai vu. Voilà. Donc, on va payer cash tout ce qu'on a fait durant notre vie biologique. Et on va payer cash, c'est-à-dire jusqu'au dernier centime. Hein. Et c'est pas drôle pour certains. Et on paye, mais après, on peut quand même, après une période dans ces zones sombres, on peut aller ailleurs. Ah oui, parce que c'est pas pour l'éternité, mais par contre, ça peut être fichtrement long dans certains cas de figure. Hein. Et chaque seconde, chaque moment, bien que le temps soit différent, s'étire comme une espèce d'éternité. Le temps n'existe plus, mais existe d'une certaine façon. Ça vous paraît très long, hein. Voyez, quand vous écoutez certains discours, par exemple, le temps vous paraît très long. Quand vous regardez un film qui vous semble sympa ou que vous lisez un bouquin qui vous intéresse, le temps se contracte. Il y a un temps subjectif. Là, c'est encore bien pire que ça. Donc voilà les conséquences. Il y a une espèce de retour à soi quand on se libère du corps biologique et des systèmes énergétiques dans lequel on va se retrouver progressivement la mémoire de qui on est et on va retrouver l'état de conscience qu'on avait avant l'incarnation. Pour la plupart des gens, ça se passe comme ça. Et ça se passe très bien. Donc la plupart les gens décrivent ça dans les NDE, par exemple. Oui. Et donc, peut-être 98% des gens sont grosso modo des bonnes gens. Il n'y a pas que des monstres sur la Terre, il y a une minorité de créatures monstrueuses. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui, c'est ce qu'on voit. Alors maintenant, je n'ai pas assisté à 100 000 morts en disant voilà ce qui se passe pour lui, je l'accompagne pendant 3 heures. Et est-ce qu'une personne qui n'était plus elle-même sur Terre parce qu'elle était parasitée par une créature énergétique sombre, est-ce qu'au moment de sa mort, c'est elle qui paye ou les deux se dissocient Alors d'abord, les deux se dissocient parce que la créature parasitaire,
jusqu'au démon, elle n'est que par le système biologique énergétique. D'accord ? Donc, quand elle n'a plus d'appui dans le système, elle va chercher une autre proie, tout simplement. Mais je me suis posé la question en écrivant Ouragan, c'est de la responsabilité de celui qui subit la possession démoniaque. Et je me suis vraiment interrogé là-dessus, et je pense qu'il y a une co-responsabilité. C'est-à-dire qu'à la base, il y a quand même une recherche de pouvoir. Et je prends l'exemple de quelqu'un dont j'ai fait la traque, puisqu'il m'avait menacé de mort alors que je me trouve au Québec. Hein. C'est un épisode dans le truc. Je lui ai dit, tiens, celui-là est complètement allumé. J'ai rapidement compris que c'était un gars sous possession. Il avait le discours, la mission, je suis un être de lumière, tu es un démon, je vais nettoyer Internet, etc. Et on sait que ces gens-là, en général, soit ils ont déjà un pouvoir acquis, soit c'est des ratés surtout. Bon, là je me dis, manifestement, on a un raté surtout. Mais je lui ai fait la chasse avec toute une troupe là, qui s'est portée volontaire. On a fini par le trouver. Ça n'a pas été facile, parce qu'on est parti sur une fausse piste d'abord, je raconte ça. Et puis, mais j'avais dit à Anne, mon épouse, je lui ai dit, on était au Québec, je lui ai dit, celui-là, je vais me l'attraper. J'ai un côté un peu prédateur comme ça. Voilà. Puis, justicier. Non, même pas, c'est le plaisir de la chasse. J'en tiens un beau, je vais l'attraper, on va aller voir. Ouais. Et Anne me dit, mais t'es sûr que tu veux faire ça? Parce qu'on pensait qu'il était aux Philippines. Et puis en fait, non, il n'était pas aux Philippines, donc on l'a attrapé. La police l'a attrapé, et puis il est passé devant un tribunal où il a expliqué les histoires que je viens de vous raconter. Devant le tribunal, il a dit je suis piloté par des êtres de lumière qui m'ont dit de faire ça. Je leur ai obéi. C'était sa défense? C'était même pas une défense. Il regardait ses baskets. Mais la juge était très très bien. Elle le faisait parler. La salle était sidérée. Il y en a plusieurs qui sont venus me voir après dans le hall en disant mais on n'a jamais vu un truc pareil. Donc, mais il avait le discours type. C'était un être de lumière. Il était même inféodé à il était le mari de Sainte Thérèse de Lisieux. Ça tombe bien parce qu'il a été jugé à Lisieux. C'était parfait. Tu vois. Et à la base, c'était un type qui voulait briller dans son domaine, qui était le domaine cinématographique, et qui voulait briller également dans le domaine spirituel. Et essayer de réaliser une espèce de synthèse. Alors, on a fait toute une enquête sur lui, on a réuni énormément d'informations, et il avait échoué dans tout. Et il disait également qu'il était très beau, qu'il était beaucoup plus beau que moi. D'ailleurs, dans sa première lettre, il m'a dit « Je vais te t'ôter Anne ». Voilà, vous voyez, ça a bien marché. Et il m'a parlé au nom de Dieu. Hein. À la fin du mois de septembre, je vais t'enlever Anne. Et que la puissance de Dieu est relative, puisque Anne, vous la voyez, elle est là. Donc, il avait le discours, et je me suis dit, on va l'attraper pour en faire un cas d'école. Donc c'est un cas vécu, c'est quelqu'un qui a été attrapé parce qu'il a fait des menaces de mort et revendiqué entre autres l'islamisme radical, et toute la palette, il n'y a pas seulement l'islamisme, il a tapé à tous les râteliers et il recommandait publiquement de m'assassiner au couteau, de m'égorger. Bon, on l'a attrapé, après quand il se trouvait devant moi, il avait un peu oublié l'idée quand même. Devant le juge, j'ai regardé ses godasses. Mais c'est un raté, c'est un minable. Sauf qu'il était vraiment sous dépendance énergétique. Et donc, il a tenu ça de manière cohérente devant madame la juge. Il a dit, j'entends des voix, ce sont des êtres de lumière, je ne fais que leur obéir. Voilà. Et est-ce que pour le retrouver, tu as utilisé justement ses capacités Non, on a utilisé les capacités Internet. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien qu'on aborde un autre sujet, si tu veux bien. Si on parlait d'exopolitique. D'accord, très bien, ça me va bien. Alors tu dis souvent que en fait, la Terre est dirigée par des gestionnaires. Il y a des gestionnaires de la planète. Des gestionnaires, oui. Qu'est-ce que tu entends par là ? Des administrateurs non terrestres. Alors, on dit qu'il y a des gouvernements secrets sur la Terre. C'est probablement le cas. Il y a certainement derrière les politiques, la plupart de nos politiques sont des marionnettes qui sont dirigées par des gens qui ont des pouvoirs financiers. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que ça existe. C'est des milliers d'années, probablement. Mais les véritables gestionnaires de la planète, ceux qui décident in fine de tout, même s'ils ne sont pas dans les détails, c'est une équipe de
petite équipe, on va dire, une délégation de la Fédération Galactique. Alors, je sais que ça peut faire paraître des choses un peu bizarres. Et c'est 4 races extraterrestres qui sont déléguées pour gérer cette petite planète de rien du tout. Alors, j'insiste bien sur le fait que cette planète, elle n'a rien de particulier. Je n'arrête pas de le répéter, sauf le fait qu'on soit dessus en ce moment. Elle est vachement particulière parce qu'on a les pieds dessus. Mais c'est tout. Des planètes de ce genre-là, qui portent des civilisations même très avancées, beaucoup plus avancées que nous, rien que dans la galaxie, je les estime, sans crainte de beaucoup me tromper, à plusieurs dizaines de millions. Dizaines de millions, hein, de civilisations plus avancées que nous. Rien que dans la galaxie. Puis des galaxies, il y en a plein. Donc il y a une espèce de fédération galactique. Dolores Cannon en avait parlé aussi. On est dans Star Trek, sauf que c'est la vérité. Et ces gens-là, ils décident de beaucoup de choses. C'est eux, par exemple, qui décident de contrôler le programme nucléaire militaire, principalement des humains terrestres. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'interventions sur les bases de lancement de missiles américains, russes, etc. Moi, je raconte dans cet ouvrage, je vous raconte que j'étais à la conférence de Washington en avril 2013, dans lequel il fallait y être quand même. Hein. Il y a des militaires de tout un tas de pays qui étaient là, qui attestaient d'interventions extraterrestres. Et puis, ce n'était pas des lumières dans la nuit qui se promènent. Hein. Donc, moi, j'étais là. Je ne pense pas qu'on était très nombreux, comme Français, à être là, sauf que c'était quand même très spectaculaire. Hein. Mais alors, ces gestionnaires de la planète, qui sont-ils ? Quels sont ces... Allons-y. Alors, il y a ceux qu'on connaît le plus, qui sont, sans leur faire injure, qui sont la strate la plus opérationnelle de techniciens, qui sont les gens qui viennent de Zeta Reticuli. Ce sont des gens, je répète, tout à fait honorables, qui ont une mauvaise réputation, qui n'est pas fondée. Alors, ils font leur travail. C'est ceux qu'on désigne communément par les gris, les petits gris, voilà. Moi, je préfère les appeler les États, sauf qu'évidemment, on a nommé comme ça leur étoile, c'est un système double, du point de vue terrestre. Mais ils ne sont pas baptisés eux-mêmes les États. Oui, bien sûr, oui. Alors, je fais une parenthèse aussi. Oui. Il y a un de mes amis d'enfance, il n'y a pas longtemps, il avait lu Ouragan, il y a peu de temps, qui me dit « Mais comment ça se fait que tu as nommé tes planètes ?» Je parle de SS2B et de SS3. Toutes les planètes ont un nom. Et il me il me sort ce genre de choses. Je dis « Mais les planètes ont un nom, mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut avoir le langage articulé. Et ceux qui n'ont pas de langage articulé, comment on traduit ça en langage articulé, même phonétiquement hein. Si par exemple les gens communiquent avec des couleurs extrêmement complexes, comment on fait pour traduire ça? Vous voyez, tout de suite, alors que c'est un garçon qui s'intéresse énormément aux extraterrestres et tout ça, mais malgré tout, il faut comprendre que le cadre de référence est très différent. Donc il y a l'équipe de techniciens au sol qui font les examens médicaux, qu'on voit de manière transversale partout. Hein. Et qui ont donc une mauvaise réputation, et pour cause, puisque c'est ceux qu'on rencontre dans les abductions. Donc c'est quand même ceux qui ne nous demandent pas notre avis. Oui. D'accord. Oui, pas plus qu'on demande leur avis aux animaux dans la savane, à qui on balance une fléchette pour voir s'ils sont en bonne santé, etc. C'est pareil. Donc, on ne faut pas généraliser non plus. Il y a une partie de ces gens-là qui sont des collaborateurs scientifiques des programmes secrets, qui apportent beaucoup aux limités. Ils nous ont apporté les puces au silicium, quand même, ces gens-là. Bon. Certains sont capables de se lier d'amitié avec des humains terrestres. Et d'autres font des choses vraiment positives pour certains humains. Alors moi, je peux vous citer un exemple dont j'ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus, mais qui est très précis. Je partais souvent en week-end, j'habitais à Aix-en-Provence, je travaillais pas mal, et je partais souvent en week-end dans un très bel hôtel pour me reposer, parce que je travaillais vraiment beaucoup. Et puis là, en allant ce week-end-là à cet hôtel, je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir une idée comme ça qui traverse l'esprit, une expérience week-end qui est en relation avec la présence extraterrestre. Une idée folle comme ça. Je raconte une histoire telle qu'elle s'est passée. Et je me dis, c'est une idée dingue parce qu'on est dans cette espèce d'ex-monastère et puis on n'en sort pas pendant 2-3 jours. Et qui je vois en arrivant dans le sauna, une personne que j'ai connue il y a quelques années, qui était une proche de Patrick Drouot. Et on se reconnaît et comment vas-tu? Ça fait genre 10 ou 15 ans qu'on ne s'était pas vu. Et donc, comment vas-tu? Je vais bien, etc. Si tu veux, on mange ensemble ce soir. Et donc, on se retrouve autour d'une table. Et puis,
elle me raconte son histoire. Et donc, c'est un couple, c'est 2 personnes, 2 femmes qui ont acheté une maison dans le Luberon et qui exercent la profession de thérapeute. Ce sont des thérapeutes énergéticiennes, comme on forme Patrick Drouot, comme on formait Patrick Drouot, je ne sais pas s'il le fait encore. Et un jour, l'une d'entre elles, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas les gêner, je vais faire attention, elle se promène comme ça sur une route de campagne, elle se fait faucher par une voiture. Elle a les jambes en miettes. Ah oui, je me rappelle. Je vais raconter ça. Mais vraiment, voilà, c'est explosé. Donc elle est emmenée par hélicoptère, je crois que c'était à l'hôpital de la Timone, et les médecins lui disent non, vous n'allez plus marcher. C'est pas possible, on ne peut pas réparer ça. Il y a trop de morceaux, il y en a dans tous les sens. On ne sait pas faire. Donc faut penser fauteuil roulant maintenant, vous voyez. Et donc, ça c'est l'acte 1. Elle se retrouve dans sa chambre le soir, ayant appris qu'elle ne marcherait jamais plus de sa vie, qu'elle est inopérable. Et il y a donc son ami qui est là, qui rentre dans la chambre et qui veut intervenir avec les techniques énergétiques. Et quelque chose en empêche. C'est elle qui me raconte ça. Et donc, et qu'est-ce qui l'en empêche? C'est une équipe de états articulés qui vient de rentrer dans la pièce, dans la chambre d'hôpital. Et ils y passent des heures et ils réparent le truc. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais toujours est-il que quelques semaines après, elle peut à nouveau marcher. Et le médecin stupéfait, parce qu'il y a... C'est tout un tas d'éclats d'os, grosso modo. Ils ont réussi à colmater ça, et je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais ils ont fait ça. Donc, ça, c'est un exemple d'une intervention des gens des états étudiés qui savent qu'il y a des individus qui sont nécessaires dans leur plan. Alors, c'est leur plan. Et c'est quel plan? On peut se poser la question. Oui. Ils sont utiles dans leur plan. Mais donc, ils viennent à ce moment-là réparer les dégâts quand c'est nécessaire. Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est pour les États. Donc tu disais, tu voulais peut-être réagir à ce qui se dit en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais du coup, c'est intéressant. Alors moi, on a dit tellement de choses qui sortent du commun que là, ça fait beaucoup d'informations à traiter. Sur la question, là, on est parti du coup sur la vie extraterrestre. Il ne faut pas résumer aux ovnis, on en parlait en micro. Oui, voilà. Oui, on ne va pas trop parler des ovnis, en fait. Oui. Mais donc là, par exemple, ce qui est intéressant, donc là, tu citais ce que tu rappelles dans le livre avec cette conférence de 2013. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut passer... Nous, on en parlait, on a vu ces derniers temps des travaux. Il y a beaucoup de choses qui attestent de vie extraterrestre. Moi, je connais peu de choses dessus, mais j'ai vu les travaux de Bob Lazar, j'ai vu les travaux du colonel, Grosch. Grosch, qui était un colonel qui avait parlé dans une institution en congrès américain. Au congrès, là, en 2023. 2023, c'est très récent. Il y a beaucoup de documentation dessus. Comment est-ce qu'on part de ça, qu'on en arrive à dire il y a une confédération galactique? C'est ça. Alors, tu vois, il y a une différence d'étage. Oui, alors, parce que tout ça, c'est, comment dirais-je, ce dont tu parles là, c'est simplement un quart de millième de centième de révélation pour le grand public. Ouais. Et ces révélations ne disent juste, il y a une vie extraterrestre, on n'en sait pas plus. Oui, mais ils en savent beaucoup plus que ça. Mais il y a beaucoup de classés secret défense. On est d'accord ou pas? Alors, c'est pas exactement ça. Mais est-ce que juste il y a beaucoup de classés secret défense? Oui, mais c'est pas seulement ça. Pas seulement ça. Parce que quand tu dis secret défense, j'ai pas dit qu'il y avait seulement ça. Tu veux dire gouvernemental. Voilà. Ce sont des organisations non gouvernementales qui contrôlent ce genre de choses. Donc voilà, je redécris la structure hiérarchique parce que tu m'as posé la question. Pour aller vite, il y a aussi une autre race qui est assez proche géographiquement, enfin dire cosmiquement, des gens des états réticuliers qu'on peut baptiser, que les Américains ont baptisé les oranges, ils ont une tête bizarre. Il y a les nordiques. Alors les nordiques, c'est une catégorie d'êtres humains qui sont blonds. Alors il y en a tout un tas de sortes dans la galaxie. Il y en a qui sont parmi nous. Oui, voilà. Ils peuvent passer inaperçus. Ils peuvent passer inaperçus. Il y a d'autres types d'extraterrestres qui peuvent passer inaperçus. Et les grands patrons, c'est ce qu'un de mes amis appelait les elders, c'est ce que les Américains appelaient les elders, c'est-à-dire les anciens. Ce sont des êtres qui viennent d'une autre dimension, qui sont très avancés. Déjà, les nordiques, c'est bien avancé. Oui, parce que tu disais, je crois que les États n'ont que 30 000 ans d'avance sur nous. 20 000. 20 000. À peu près. Mais donc c'est pour ça qu'ils sont plus proches. C'est pour ça qu'ils sont proches de nous, qu'ils peuvent collaborer avec nous. Bon, c'est pas du tout le cas des Nordiques. S'ils voulaient collaborer avec nos scientifiques,
Ils comprendraient strictement rien. Donc c'est parce qu'ils sont proches qu'ils peuvent communiquer. Hein. C'est comme ça. Ils ont des millions d'années d'avance sur nous. Vous imaginez ce qu'est notre situation par rapport à ton téléphone portable, par rapport à un scientifique d'il y a 100 ans. Tu lui présentes ça. Un mec super intelligent. Hein. Tu dis c'est quoi ça? Il n'a pas la moindre idée. Tu lui expliques ce que ça fait, il ne te croit pas. Pas une seconde. Même s'il s'appelle Albert Einstein. Il ne te croira pas. Et il y a simplement 100 ans. T'imagines 10 millions d'années. Voilà. Et non, je te laisse Donc répondre voilà, à la question de Romain. Elle est gérée par 4 races principales. Par 4 races principales, mais c'est juste la petite équipe qui est chargée d'administrer la planète, pas l'être humain terrestre, la planète entière. La planète entière. Vers quoi on peut aller pour essayer d'aller vers toi là-dessus? Vers quelle source ou vers quelle connaissance? Comment est-ce qu'on essaye de se cultiver là-dessus? Parce que là, tu fais le voyage hors du corps, tu te débrouilles. Hein, voilà, okay. Parce que déjà, ça fera un petit mot d'emploi pour... Tu vas aux ateliers de Marc. T'as plein de trucs sur Internet, t'as même pas besoin d'y aller. D'autre part, quand tu fais une enquête de terrain, moi j'y suis allé aux États-Unis. Bon, j'y suis allé parce que je savais des trucs aussi. Mais les preuves, tu les vois. Hein. Moi j'ai touché des objets extraterrestres un certain nombre de fois. La preuve de la Confédération Galactique, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Moi j'ai été témoin direct de ça. T'es allé à un congrès galactique Voilà, j'ai... T'as été invité par la fédération? Non, non. Comment est-ce qu'on arrive à obtenir des connaissances dessus? D'abord, pour le gars normal. Mais tout le monde est normal. Il n'y a personne d'extraordinaire sur cette planète. Hein. Vraiment pas. Alors là, ceux qui se prétendent supérieurs, tout ça, mais vraiment... On va dire que ce que tu racontes est extraordinaire vis-à-vis de la culture habituelle qu'on a aujourd'hui, en 2025, en France. Mais tout ça, ça va finir par se réduire, entre guillemets. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle normalité. Il y a quand même, il y a de ça bientôt 25 ans, il y a un groupe de militaires et de gens assez avancés qui ont publié un bouquin qui s'appelle Rapport Cometa. Lis le Rapport Cometa. Rapport Cometa. Lis-le. Il y a des généraux là-dedans. Lis-le. Ces gens-là se sont groupés en association, puis ils ont dit des trucs. Ils ont fait un rapport au président de la République, qui était Jacques Chirac à l'époque, et au Premier ministre, qui était, je ne sais plus comment il s'appelait, là, celui qui avait les cheveux bouclés. Jospin. Et c'est très très sérieux, ce truc-là. Et il n'y a qu'à lire ce bouquin. On s'assied en 2 heures, ou 1 heure et demie, et ils te disent quoi, ces gens-là? Ils te disent le phénomène OVNI, c'est une réalité. Ça vient plus que probablement d'outre-espace. Autre point, c'est que les Américains ont très probablement récupéré du matos extraterrestre, et donc ils ont une avance technologique considérable par rapport à nous. Et dernier point, est-ce qu'on en parle au grand public? Non. Donc là, tout ce que tu dis là... Et il dit ça dans le bouquin. On trouve de la documentation sur ces points-là facilement. Avec les travaux de Bob Lazar, aujourd'hui, c'est très documenté, pas de souci. Je reviens à ma question, était comment est-ce qu'on en vient de ça, qui est facilement documentable? Enfin, facilement. Mais un document, ça parle pas. La Confédération Galactique. Au galactique. Mais tu vois ce que je veux dire, parce que tu as les fondamentaux de toi, tu vas encore 3 degrés plus... Un document, ça vaut strictement rien. C'est comme une vidéo. Tu vas croire un document, tu vas croire tout ce qu'il y a écrit, toi? Tu vas croire un bout de papier, toi, n'importe lequel? Pas du tout, mais ça nous permet... Ça vaut rien du tout. Un document ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il vaut? Regarde la plupart des documents qui ont été soi-disant révélés au moment de la loi sur le disclosure aux États-Unis. La plupart sont caviardés à 98%. Regarde ce qui s'est passé aussi. Alors, ça va peut-être pas leur faire plaisir, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Regarde ce qui se passe. On a un système, nous, en France, qui s'appelle le GEPAN. Tu vois un OVNI ou n'importe quoi de bizarre. Tu fais ton rapport à la gendarmerie. Le gendarme rédige ça du mieux qu'il peut, il envoie ça au GEPAN, qui fait un peu le tri, qui met ça en forme, qui envoie ça à qui, d'après toi? Il y a une organisation qui s'appelle 3AF. C'est le réceptacle final du truc. Il y a quelques années, ils ont soi-disant déclassifié leur dossier. Ben non. Les dossiers les plus intéressants n'ont pas été déclassifiés. Et je ne tiens pas ça de mon imagination. C'est vrai que quelqu'un qui affirme quelque chose, ça ne veut rien dire du tout. Okay, mais je prends l'exemple de ce garçon dont je parle qui est mort récemment. Malheureusement, on voulait aller le voir en Amérique du Nord avec Anne pour lui enregistrer quelque chose. Ce qu'il avait à dire était très précieux. Mais je crois que je parle de lui dans le premier livre. J'avais fait un protocole CE5 avec Stephen Greer en Bretagne. Je crois que c'était en 2000.
2009, je crois, je ne sais plus, par là, ou en 2011. Et donc, on avait fait ça sur les terres d'un château. Et le propriétaire du château, je l'avais vu, et nous, on était arrivés, je raconte l'histoire pour t'expliquer comment ça peut se passer. Bon. On arrive, il y avait énormément d'étrangers, il y avait très peu de Français, donc des anglophones principalement, des Australiens, des Américains, des Allemands, des Hollandais. Et puis on s'installe là pour faire un protocole CE5. En gros, on poste un coup de fil à Haïti, on dit tu veux bien venir? Bon, voilà, c'est ça le protocole CE5. On s'installe en plein milieu de l'après-midi sur un champ, on garde nos voitures le long d'une haie comme ça, et passent 2 types avec des buggy, des espèces de trucs, des trucs avec 4 roues, là, tu sais, pour passer partout, je sais pas comment on appelle ça. Et ils s'arrêtent. Quad. Et puis je les vois parler avec une partie de la troupe, là, puis ils étaient anglophones, donc ils ne savent pas répondre. Donc je vois les gens qui insistent. Ils disent, qu'est-ce que vous foutez là, avec vos bagnoles et vos tables de camping? Et donc je m'avance, et je dis, oui, je parle français, moi je parle français, c'est bon, on est là pour faire une observation astronomique ce soir. Et les mecs, les 2 types qui sont des métayers, je l'ai appris après, c'est-à-dire qui exploitent les terres à côté, là, ils disent, ouais, astronomie mon œil, ouais. Vous êtes là pour les ovnis. J'ai rien dit. Donc, on fait notre protocole CE5. Il y a un type qui a le grade d'amiral qui nous rejoint au milieu de la nuit, un grade d'amiral qui était conseiller de l'Élysée, avec qui j'ai des contacts personnels après. Je pourrais le nommer, mais il est décédé maintenant, mais peu importe. C'était le père de la bombe à neutrons française. Donc voilà, c'était un physicien qui a témoigné d'ailleurs dans Nexus d'avoir, quand il était jeune physicien, d'avoir été suivi par un vaisseau alors qu'il faisait des expérimentations en Algérie, dans le désert algérien. Je sais qu'il a fait un témoignage. Il s'appelait Pierre quelque chose. D'accord. Ok. Donc j'ai eu des contacts avec ce garçon. Donc j'appelle le propriétaire du château. Je dis, j'aimerais bien vous voir en particulier. Alors moi, et j'ai eu cette chance qu'il accepte. C'était pas par hasard, on est devenus amis. Donc j'y vais le lendemain avec une pâtisserie et on se met à discuter. C'est du vécu, hein. Et il me sort plein de trucs, des photos, des trucs, des machins, dans tous les sens. Et puis il y a son frère qui était là, qui tournait autour, et puis un espèce de gars bizarre, un anglais, puis un autre américain. On était vraiment dans un château, hein. On était dans la salle de banquet, une espèce de salle qui fait 50 mètres de long et qui n'est pas très large, avec une grande table très longue. Et il y avait je crois que c'était le fils de son frère, et sa jeune épouse, ils avaient un bébé dans les bras. Un jeune couple. Alors vraiment, là, le bébé, genre 6 mois. Et donc, au bout d'un moment, je discutais. Alors, on parlait lui, il parlait des des états réticuliers, et moi, je lui parlais de la multidimensionnalité de la matière, des voyageurs du corps, etc. Et il y avait des points de concordance dans tous les sens. C'était passionnant. On s'est tout de suite très bien entendu avec lui. Puis à un moment, j'arrête son frère. Je dis, à l'époque, on se voyait, il s'appelle Marc. Je dis, Marc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que j'avais cru comprendre que c'était un fervent catholique, très pratiquant, vraiment très, très pratiquant. La vieille tradition française du catholicisme. Et il me dit, je vais vous expliquer. Puis il se barre. Je ne l'ai pas vu venir, comme ça. Je dis, puis il va m'expliquer, il s'en va. Et il revient, le gars, genre 10 minutes après, un quart d'heure après. Je ne m'attendais pas du tout à le revoir. Hein. Et il me dépose des photos comme ça, sur le truc. Et on voit des lumières, effectivement, au-dessus du château, sur l'aile arrière du château. Et sur ce, il y a le jeune couple qui arrive avec le bébé dans les bras, qui se penche sur la photo. Eh oui, ce soir-là, on était là aussi. Et ce jeune couple, ils avaient peut-être 22 ans, 23 ans, avec leur bébé dans les bras, ils me disent, mais... Ah ben oui, ce soir-là, le vaisseau est resté en vol stationnaire au-dessus de la terrasse arrière du château. Ils sont restés 20 minutes. Ils ne sont pas restés 20 minutes à 1000 mètres d'altitude. Hein. C'était genre à 10 mètres au-dessus du toit. Et ils enchaînent, ils disent, ils sont venus plusieurs fois, on était habitués à les voir. Ça, c'est du témoignage direct. Alors, c'est pas des gens c'est pas l'homme qui a vu l'ours, c'est du témoignage direct.
Encore une fois, c'est très bien, mais ça ne confirme pas qu'il y ait une confédération galactique ou un truc comme ça. Bon. Donc ça, c'est... Non, mais tu vois, c'est la différence. C'est là où on peut pas parler... Enfin, on peut pas... Non, on peut parler comme on veut de sujet. Justement, oui. Alors, Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui travaille dessus Non, mais j'ai pas fini de répondre à la question. Vas-y. Ça, c'est un autre type, c'est du témoignage direct. Tu rencontres des gens, et tu sais que c'est pas des barjots, tu sais qu'ils sont c'est pas du tout un problème pour eux, c'est leur vécu, c'est leur quotidien, c'est leur normalité. D'ailleurs, Marc me dit, je pense que la fin des temps est proche, parce qu'il était très religieux, et que les signes dans le ciel sont là, donc la fin des temps approche. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'à l'approche de la fin des temps, les signes dans le ciel se montreront. Ouais, bon, en fait, tu imagines ce que je peux penser de ça, mais lui, il le pensait, parce que pour lui, les signes étaient évidents. Donc il y avait tout un tas de choses qui se sont passées là. Le propriétaire du château m'a raconté qu'un jour, il y a son garde-chasse, il y a un garde-chasse qui est arrivé tout affolé, parce qu'en plein jour, il y a une soucoupe volante qui était en train de faire le plein d'eau dans un de ces étangs. Donc tous les gens en fait du village aux alentours étaient au courant. Ils ont tous vu des vaisseaux. Tous. C'est tellement fréquent que c'est leur normalité. Voilà. Et là, si on allait dans ce village, en tant que journaliste, et qu'on leur posait la question, qu'est-ce qu'ils répondraient? Ils accepteraient de témoigner? Je pense qu'ils n'aimeraient pas du tout qu'on leur rende visite, et ils n'aimeraient pas du tout que je leur ai balancé les choses. Parce que les gens sont comme ça, et c'est normal. Ils gardent leur intimité. Donc ça se passe toujours intuitu personné. Et on se méfie toujours des journalistes. Moi, j'ai un autre exemple. Bon, j'en ai plein à raconter, mais on va répondre aux questions. Oui. Donc, moi, je savais déjà de manière directe qu'il y avait une organisation. Je le savais parce que lors de Voyageurs du Corps, j'avais constaté qu'on n'était pas tout seul. Bon, ça fait longtemps que je le savais, mais j'ai constaté qu'ils étaient sur la planète et ils étaient mélangés, ils étaient parmi nous. Alors ça s'est passé il y a un peu plus de 25 ans. Ça m'a fait un choc parce qu'autant j'avais vu des ovnis physiquement et non physiquement, mais quand j'ai compris qu'en fait ils étaient parmi nous, là, mon système de pensée a pris un coup dans la tête. J'ai aussi compris comment ils étaient capables de circuler avec leur vaisseau, que j'ai trouvé dans les bouquins de Stephen Greer 10 ou 15 ans après, 10 ans après à peu près. C'est ce qui m'a fait intéresser à Stephen Greer. J'ai dit, mais ce gars-là, il écrit ce que moi j'avais compris. Je pensais que j'étais le seul à avoir compris comment ils faisaient pour faire voler leur vaisseau. Et moi, je ne m'intéressais pas spécialement au phénomène. Donc, je savais déjà qu'il y avait une organisation. Je savais qu'il y avait déjà, moi, les gens des états réticulés, je les ai rencontrés alors qu'on n'en parlait pas. Voilà. On n'en parlait pas. Personne n'en parlait. J'ai découvert que quelqu'un en avait parlé à la fin des années 90, quand j'ai lu le bouquin de Stribert, Communion. J'étais au Québec, en vacances de motoneige, et il avait écrit son bouquin quelques années auparavant, mais moi, ces types-là, je les avais rencontrés il y a une vingtaine d'années. Donc 10 ans avant que Stribert ait écrit son bouquin, grosso modo. Voilà. Bon. Je savais qu'il travaillait de concert, on va dire, comme technicien avec l'équipe des Nordiques. Donc ça, je savais quand j'étais très jeune. Oui, donc je comprends la question de Romain, c'est-à-dire que effectivement tout repose sur ton témoignage et ton expérience vécue. Mais c'est comme pour toute chose. Et pour toi, c'est frustrant en tant que journaliste? Non, moi je m'intéresse, j'écoute complètement, mais il faut croire effectivement. Mais ça m'a amené, ce que je veux dire, ça m'a amené à aller aux États-Unis, à rencontrer des gens qui avaient vécu l'expérience directe. Donc, parce que moi, j'étais au courant d'un certain nombre de choses, et j'ai raconté dans 0,01%, c'est aussi ça. Je sais que quand on lit un livre, on le survole, on ne fait pas attention aux détails. Mais la première fois que je suis allé à la conférence, ça se passait en Arizona, ça s'appelle UFO Congress, il s'est passé un phénomène curieux, j'étais là pour la première fois, et il y a plein de gens qui avaient l'air de me connaître. Alors, au début, j'ai cru que, je raconte ça dans 0,1%. Oui. J'ai cru que, je ressemblais à quelqu'un. J'ai même eu un moment 2 journalistes qui m'ont couru après. Ils avaient les barges de journalistes, ils voulaient m'interviewer. Alors j'aurais tenu la porte, j'étais parti à l'extérieur. Je dis, vous voulez m'interviewer, c'est ça? Oui, oui. Et je dis, je suis qui? Je suis qui? Dites-moi qui je suis. Et je les ai vus complètement scotchés comme ça. Ils ne savaient même pas quoi répondre. Ils ne savaient même pas à qui je pouvais ressembler. Et donc j'ai fini par comprendre qu'il y avait un clin d'œil de la part de ceux que je connais, que j'ai rencontrés par ailleurs, qui me faisaient un clin d'œil. Et c'est là que j'ai rencontré Robert Dean aussi, qui lui aussi m'a reconnu. Comment est-ce qu'on se reconnaît quand on ne s'est jamais rencontré? Alors, cette fédération galactique, si elle existe, cette délégation, enfin en tout cas ce groupe-là dont tu parles, si c'est des gestionnaires, ce n'est pas des très bons gestionnaires quand même quand on voit l'état de la planète, non?
Ah bah alors là, ça c'est vraiment... Ou de l'humanité terrestre, je ne sais pas. Vu notre niveau d'évolution, vu notre niveau de conscience, etc., ils ne pourraient pas être un peu plus... S'ils gèrent la planète, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider un petit peu à évoluer davantage? Ils font que ça. Ils font que ça. Et tout se passe suivant leur plan, suivant le plan. Ouais, je peux vous rassurer là-dessus. Hein. Ah oui? Ben oui, c'est une évolution normale. Je veux dire, tu ne vas pas d'un seul coup passer du stade du singe primitif. D'un seul coup, non, mais là, ça fait long quand même. Mais non, c'est pas long. Non, c'est pas long. 200 000 ans, c'est pas long du tout. C'est le processus normal. D'accord. Tu fais pas n'importe quoi avec n'importe quelle échéance, c'est complexe, cette affaire-là. Donc, dans leurs critères, le plan se déroule grosso modo comme prévu. Sinon, l'humanité aurait été éradiquée, parce que simplement, quand une culture ne fonctionne pas, on la liquide et on passe à autre chose. Donc, ça se passe comme prévu. Il n'y a rien de spécial. Cette planète n'est pas spéciale, l'humanité n'est pas spéciale. Et ce qu'on vit actuellement, avec tout ce qu'on vit, hein, peu importe, les guerres, les mensonges, la manipulation, on ne vit rien de particulier par rapport à l'évolution d'une race primitive. C'est rien de particulier. Il n'y a rien de spécial. Alors, on aurait pu parler, effectivement, je voulais qu'on évoque tes mémoires du futur et que tu puisses nous faire une projection sur ce que l'humanité va enfin... et dans combien de temps l'humanité va devenir Alors, il y a deux choses. Moins primitive, en tout cas, d'après tes mémoires du futur. Ouais, on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais on va arriver à la fin de l'émission. Il y a deux choses. Il y a d'abord mes mémoires du passé, parce que mon référentiel, il est plutôt dans le passé. Ouais. Donc, pour l'instant, ma mémoire, qui, je le répète, je le souligne régulièrement, s'est naturellement réinstallée dans mon esprit. Elle remonte à 800 000 ans, grosso modo, en année terrestre. Avec des vies sur Terre, dont je me souviens bien. Alors, une succession de vies, alors bon, c'est une vingtaine, hein, mais bon, honnêtement, ça me suffit. Hein. Dont celles que j'ai pu localiser précisément et avoir des preuves pour moi. Hein, c'est des preuves pour moi. D'où j'avais vécu et de ce que j'avais vécu. Mais quand on se souvient bien, on n'a même pas besoin de preuves. Mais quand même, je suis allé en Grèce. J'ai retrouvé les endroits où j'ai vécu. Je suis allé dans le Yucatan aussi, où j'avais vécu. Évidemment, il y a d'autres endroits où j'ai vécu sur Terre, où je n'irai pas durant cette vie biologique. Mais également de souvenir d'avoir vécu dans 2 civilisations différentes avant d'être sur Terre, avec un haut niveau de précision. Et là, pour l'instant, la civilisation dont je parle le plus, en prenant des risques, hein, parce que je n'avais pas un corps humain, j'avais un corps de reptilien. Alors évidemment, les reptiliens, là, ça y est, c'est des manipulateurs, c'est je ne sais pas quoi. C'est pire que les États, hein, au niveau de la réputation. Hein, oui, compliqué. Mais c'est complètement infondé. Il y a une méconnaissance. Vous imaginez, vous êtes déjà raciste envers... L'exoracisme. Oui, c'est de l'exoracisme, mais complètement. Déjà, les gens sont racistes ici. Ils considèrent que, s'ils sont blancs, ils n'aiment pas telle ou telle autre race. S'ils sont... telle ou telle autre race, ils n'aiment pas les blancs. Tout ça, c'est un bon... Vous imaginez, là, c'est... Maintenant, on n'aime pas les gris, on n'aime pas les reptiliens, puis on va aimer qui, en fait? Parce que le monde est rempli de différences. Enfin, le cosmos est rempli de différences. Donc, l'être humain a besoin, c'est ça qui est très très drôle, hein, psychologiquement, parce que même dans des collectifs où les gens partagent vraiment des mêmes appétences, une sociologie très similaire, l'être humain a toujours besoin de se friter un petit peu avec alors, d'autres. Ça, c'est un défaut. Pour moi, c'est typique, on va dire, d'un corps biologique peu avancé. Parce que tout ça, ça finit par s'effacer. Ça finit par se régler avec une intelligence qui va croître, une sensibilité, un niveau d'information qui va croître. Donc, moi, je prends des risques et quand même assez considérables de dire qu'avant, j'étais reptilien. Alors, j'ai vu, par exemple, dans le média 442, ils disent « Mark O'Byrne, c'est un ancien reptilien réincarné. » Mais non, on n'est pas notre corps biologique. C'est ça qu'il faut expliquer. Si on n'est pas notre corps biologique, on n'est jamais notre corps biologique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas plus un humain terrestre que vous êtes un reptilien ou un type de zétéréticuli. Tu sais quoi, on est une énergie, qu'est-ce qu'on est selon Mais toi? on n'est pas notre véhicule. C'est comme si tu roulais en BMW, tu dis « je suis BMW ». C'est d'ailleurs les mecs qui ont des BM disent « je suis BMW ». Donc là, ça c'est ce qu'on n'est pas, mais alors qu'est-ce qu'on est? C'est ça ma question. Mais on n'est pas ça, ça c'est certain. J'ai compris qu'on n'était pas ça, mais alors on est quoi? C'est quoi notre nature profonde? Tu en parles d'ailleurs. C'est la conscience pure, c'est la conscience qui vit des expériences et qui n'a pas de forme à proprement parler ou qui prend les formes qu'elle veut. D'accord. Et ça, malheureusement, c'est que des mots. Le vivre la chose de manière directe, ça nous permet de le comprendre. Mais il n'y a aucun mot qui peut vraiment... Alors, on peut essayer évidemment de dire on n'est pas notre corps biologique, mais à l'instant où on fait une séparation consciente avec le corps biologique, par exemple, lors d'un voyageur du corps,
on acquiert cette connaissance-là. C'est plus une croyance, parce que la croyance, ça ne vaut rien du tout. On peut écrire un tas de trucs, lire un tas de bouquins, il y a des gens qui écrivent, ça ne vaut rien du tout. Mais à partir du moment où on vit cette expérience-là, on sait que c'est vrai. Le problème, c'est qu'on va utiliser le langage terrestre, le langage verbal et les concepts terrestres pour essayer de traduire quelque chose qui n'est pas du tout explicable, qui n'est pas modélisable par ces outils-là. Et donc, tous les mots vont être faux. C'est pour ça que la plupart des gens qui essaient de décrire les choses le font par négation. On dit on n'est pas ça, on n'est pas ça, on n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on est ? Alors, si j'utilise des mots positifs, on est pure joie, pure conscience, pure liberté, totale liberté, exultation. Pure connaissance. Oui, pure connaissance. Le total mémoire. On est à la fois une unité, une individualité et absolument faisant partie du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu l'as pas vécu, c'est que des mots creux. Non, ça aide, ça guide quand même, je trouve. Moi, si ça évoque quelque chose en toi, mais dis ça à des gens qui n'ont jamais, enfin, qui n'ont pas ta sensibilité, ça ne veut rien dire du tout, c'est des mots creux. N'importe quel spiritualeux, les gens qui simulent la spiritualité vont te raconter ce genre de trucs. Il ne faut que copier le truc. La seule chose, c'est que tu peux amener les gens à vivre l'expérience. Mais autrement, les mots, ça veut dire quoi ? Quand tu dis il n'y a pas de temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'il y a un processus. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de temps, c'est le temps, c'est pas ce qu'on croit. Alors, il y a des gens qui essaient de vous expliquer ce que c'est que le temps. Alors, bonjour. Hein. Oui, Estelle ? Je disais, en parlant d'expérience, pour rejoindre les questions précédentes sur les preuves, est-ce qu'il serait possible à l'avenir d'être présent ou pas, parce que je ne sais pas quelles sont les conditions pour y avoir accès, d'être présent à un événement qui se fait avec les personnes non terrestres dont tu parles, alors, par exemple. C'est le cas des protocoles, en théorie, des protocoles CE5 avec Stephen Greer. Et en fait, j'ai appris il y a quelques années qu'il n'est pas l'inventeur de ce genre de choses, puisque les Brésiliens le faisaient bien avant lui. J'ai appris ça incidemment, par quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Donc, les Brésiliens ont l'esprit apparemment beaucoup plus ouvert que les Occidentaux. Et ils font ça, ils ont eu des contacts. Alors apparemment, hein, je ne suis pas allé les rencontrer, mais il est tout à fait possible d'avoir des... Moi, j'ai raconté ce que j'ai vécu avec Stephen Greer. Voilà. Bon, alors, c'est plus des clins d'œil assez étonnants que... à part cette lumière incroyable qui nous est apparue alors qu'on était dans un parc national américain en pleine nuit, que j'explique pas, qui a peut-être été provoqué par Greer, j'en sais rien, mais sauf que ça m'a paru hors de portée d'une technologie que je comprenne. D'un seul coup, il a fait jour, en plein milieu de la nuit. Bon, je ne comprends pas comment c'est possible, mais peut-être. En tout cas, on a eu plusieurs exemples, et un des exemples que je cite souvent, qui est quand même vachement bizarre, c'est que j'ai assisté à plusieurs protocoles, et dans un protocole qui se passait en France, les Américains venaient avec des détecteurs de champs électromagnétiques. Et évidemment, dès qu'il y a un champ électromagnétique, ça se met à biper, ce truc-là. Et donc, ils en avaient tous. Moi, j'en avais pas au départ, et puis bon, après, j'en ai acheté. Et donc, quand on commence le protocole, on est au milieu d'un champ, il n'y a pas de ligne à haute tension, les voitures sont loin. Au bout d'un moment, tous les détecteurs de champs électromagnétiques se mettent à... ça fait un raffut de tous les diables. On finit par même plus se demander comment c'est possible. Ouais, on est dedans, ça fait du bruit. Hein, et on se dit, mais comment c'est possible ? Il n'y a pas de champ, normalement, là. Voilà, ok. Et il y a un moment, on était en France. Je raconte cette anecdote parce que je l'ai vécu en direct et ça fait partie de ce qu'on peut vivre. Si ça vous intéresse, bien sûr. Puisqu'on peut parler de preuves. C'est des preuves de ce genre-là, mais il y a eu d'autres types de preuves. Il y a un moment, il y a un des détecteurs comme ça, on était au milieu de la nuit, qui se met à faire une petite musique, une mélodie. Alors, une mélodie complexe. Hein. C'était pas... Non, c'est pas ça. Mais c'était un truc, une petite musique avec plein de notes différentes. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Alors nous, on est là autour du détecteur. C'est que ça. Normalement, ça fait un bip quand on l'allume et un bip quand on l'éteint, le truc. Hein. Et c'est tout. Et ça fait une petite musique, comme ça, pendant, je crois, 40 minutes. Jusqu'au moment où ça s'arrête, et puis on reprend le truc, et on se demande comment ça peut faire ce bruit, parce qu'on l'allume et on l'éteint, et ça fait juste un bip, avec une seule note. Interloqué. Donc, fin de l'épisode, on l'oublie. J'accompagne, je me rends en Angleterre où Stephen Greer continuait à faire des protocoles CE5 sur les cercles de culture.
Et ça se passe en plein jour, on visite les cercles de culture, et Greer était très connu, etc. Et moi, je m'amuse à faire l'emmerdeur, comme toujours. J'organise des concours de saut en longueur, des concours de sprint. Je fous le bordel, comme d'habitude. Greer, lui, plutôt bon enfant, on considère ça bon comme ça. Mais il y a des constipés dans le groupe qui ne m'aimaient pas du tout. Hein. Ils disaient, toi, tu ne seras jamais ambassadeur des étoiles. Et qu'est-ce que tu crois? Tu as cru la documentation de Greer parce que tu fais un stage comme ça? Ouais, n'importe quoi. Je me foutais la gueule du monde, quoi. Tu es ambassadeur des étoiles. C'est un beau titre, ambassadeur des étoiles. Oui, bon, n'importe quoi. Il y en a vraiment. Mais vraiment, voilà, on m'a dit, tu ne seras jamais ambassadeur des étoiles, tu fous trop le bordel. Et puis, j'étais avec une fille, elle s'appelait Jocelyne, je crois. Et en Hollande, on devait faire des pool cars. Moi, je respectais le pool car une fois sur deux. Hein. Et puis, elle avait un détecteur électromagnétique dans son sac à dos. Et on va sur un cercle de culture, en plein jour, comme ça. Et je me souviens qu'il y avait le paysan du coin qui était là. Quand il a vu Greer, c'est comme s'il avait vu le Christ. Donc, Stephen Greer sur mon champ, sur mon cercle de culture. Et je me souviens que son fils, il avait une espèce de skateboard avec un petit moteur thermique. Je n'avais jamais vu ça. Bon, bref. Et donc Jocelyne pose son sac à dos dans l'herbe, et au bout d'un moment, son sac à dos se met à faire du bruit. Il se met à chanter. Et il fait la même musique qu'on avait entendue en France. Elle n'y était pas, elle. Hein. Mm-hmm. Elle n'était pas. Elle venait d'arriver de Californie. Exactement la même musique. La même symphonie. Je ne sais plus comment. Vraiment complexe. Mm. Et donc, on lui dit, mais tu l'as allumé ton truc? Non, il est éteint. Et quand on a ouvert le sac, au bout d'un moment, on en avait marre, il était éteint. Et il faisait quand même cette musique. Ben voilà, on a ce genre de choses, mais on a bien d'autres choses aussi dans les protocoles. Et ça, on pourrait y assister, nous? Est-ce qu'on serait invité en tant que journaliste ou pas? Ou est-ce qu'à partir du moment où on est journaliste, c'est fermé? Parce que, moi aussi, j'ai besoin d'expérimenter. Mais si les gens ferment aux journalistes libres, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, je vois pas ce qui empêchera. Alors peut-être qu'il faut que tu dises Greer. Moi, j'ai fait ça 2-3 fois avec lui. Enfin, j'ai passé une semaine aux États-Unis. Mais vous voyez, Shrad Al-Ranade, avec qui je fais des vidéos, qui est un Indien, qui est on va dire érudit en Veda et en Aurobindo et Mer. Il connaît énormément de choses. Il est allé faire le protocole CE5. Il était probablement le premier Indien à accompagner Stephen Greer aussi. C'est pas par hasard qu'on s'est réunis aussi. Oui. Hein. Mais ça, je ne savais pas. On en a parlé après. Louis est allé faire le protocole CE5. Il ne s'est pas contenté de dire qu'est-ce que c'est que ces histoires. Il est allé. Ouais. Il a fait le protocole CE5. Comme moi, j'ai fait. J'ai rencontré un tas de gens. Et en France, il n'y a pas ce genre d'événement? Si, je crois qu'il y en a qui font ce genre de choses. Mais au bout d'un moment... tu sais quoi, tu n'as plus besoin de faire ça. Oui, mais une première fois, moi. Oui, si tu veux, mais bon, chacun... moi, je l'ai fait, donc... et puis voilà, et puis c'est bon, quoi. J'ai fait 2-3 fois. Alors, on avait encore plein de sujets à aborder. Oh là là, ça Dieu. Voilà, le temps... Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Est-ce que vous voulez poser une dernière question? Alors moi, je me disais... Vas-y, Estelle. Elle a lu Le Futur. La mémoire du futur. La mémoire du futur. Ah oui. Oui, j'étais en train de dire que mes référentiels, ils viennent de mes civilisations précédentes, qui ont émergé à la première civilisation où j'étais sur une planète que j'ai baptisée hâtivement SS3, parce qu'il y a 3 soleils, donc je ne me suis pas embêté. Système solaire 3. Il fallait trouver un nom. On n'utilise pas le langage verbal là-bas. On utilise la psyché pour communiquer entre nous. Mon référentiel principal vient de là parce que le référentiel de SS2B est beaucoup trop avancé pour être transmissible facilement dans les notions de l'humanité. Concept humain. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, voilà. Les évolutions technologiques que je décris dans le livre, c'est celles qu'on a vécues, nous, il y a des millions d'années, sur SS3, pour le coup, et c'est celles que vivent beaucoup de civilisations avancées. J'explique que les métamatériaux, c'est-à-dire les matériaux construits atome par atome, vont donner de nouvelles capacités à ces matériaux-là. Pour l'instant, on fait de la sidérurgie, on a des alliages et machin comme ça, mais je pense que la puce au silicium, c'est peut-être le premier exemple de métamatériaux. Même s'il est imparfait, c'est un métamatériau. Mais on va faire bien d'autres choses et on aura des capacités très particulières avec ces métamatériaux qui vont nous faire des bons technologiques. Donc, et au niveau spirituel,
Alors, c'est pas ma Au spécialité. niveau du niveau de conscience de l'humanité, est-ce qu'on va vers quelque chose de... Mais c'est lent, c'est un phénomène très lent. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'humain de maintenant et l'humain il y a 50 000 ans. L'évolution, elle est lente et c'est naturel, ça se passe comme ça. On ne fait pas les choses comme ça, clic, ça y est, ou alors quoi on n'a pas d'histoire, alors tout le monde débarque et puis on va vous expliquer comment diriger les choses. À ce moment-là, si les gens qu'on appelle de nos voeux, venez nos frères des étoiles nous aider, etc., mais c'est un infantilisme, on doit se débrouiller tout seul. On doit se massacrer par milliards jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc là, on continue. C'est bien, il faut continuer jusqu'à qu'on comprenne que ça ne marche pas. Voilà. Il faut manipuler, mentir, jusqu'à ce qu'on comprenne que la collectivité dans son ensemble porte l'individu. Parce que c'est, à la base, nos leaders sont comme nous, ils sont à notre image. Ce sont des gens qui sont extrêmement peu évolués. On n'est pas plus évolués qu'eux, ils ne le sont pas plus que nous. Donc ils sont ignorants. Ils veulent du pouvoir, ils veulent du pouvoir matériel, ils sont totalement ignorants des réalités multidimensionnelles, parce que s'ils le savaient, ils ne feraient pas ça, tout ce à quoi on assiste. Voilà. Donc, ils ne feraient pas ça. Oui. Ou alors, les créatures énergétiques leur ont fait croire qu'ils allaient passer à côté de la chose. Oui. Parce qu'il y en a certains qui font des collusions avec... Et là, les entités disent « Mais non, pas toi, on va te trouver un truc pour bypasser le karma, etc. » Voilà, tranquille, c'est réglé. Sauf que quand ils sont confrontés à ça, moi j'ai vu ce que c'était. Alors, je vous assure, c'est vraiment pas drôle. Ils vont passer un sale moment et il va être plutôt long. Mais, le mot de la fin, Marc mais tout va bien aller. De toute façon. Tout va bien se passer, ça me rappelle quelque chose. Tout va bien se passer, on ne va pas rester là non plus 100 millions d'années encore. Oui. Tous les gens présents sur cette planète vont finir par partir ailleurs, si ce n'est tout de suite. Voilà. Oh. Oui, il y en a pour qui c'est la dernière incarnation. C'est pas parce que quelqu'un le prétend que c'est vrai. C'est pas dans une position d'humain terrestre sans mémoire qu'on est capable de juger de ce qu'on va faire dans le futur ou de ce qu'on a imaginé faire avant. Quand on n'a aucune mémoire de pourquoi on est venu sur Terre, ni de ses vies passées, on n'est pas qualifié, tout simplement pour juger de la situation. Alors, il y a une mode qu'on retrouve, c'est très fréquent de dire, c'est ma dernière incarnation. Sous-entendu, je suis tellement avancé ou je suis tellement dégoûté de cette vie-là que je ne vais pas revenir. Je n'ai pas les mots pour dire... non, c'est une profonde méconnaissance. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, non. Donc, mais tout va bien se passer pour nous, puis pour cette planète. Au pire, mais je pense pas que ça sera le cas, on éradiquera totalement l'humanité si vraiment ça va pas bien. Et puis on mettra une nouvelle espèce à la place. Mais encore une fois, on détruit les corps biologiques. Je pense pas que ça se passera comme ça. Ça a l'air de se passer suivant le plan, donc grosso modo, on va s'en tirer, même s'il y aura... beaucoup de souffrance, beaucoup de morts. On en est dans la phase noire. Bon, et les administrateurs de la planète nous observent nous tuer par centaines de milliers. Ils ont assisté aux Deuxième Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait les Foo Fighters qui tournaient autour, c'est connu ça. Ils assistaient au combat, ils voyaient la boucherie. Quelquefois, ils interviennent, mais avec leurs propres critères. Voilà. Donc, mais grosso modo, ça va bien se passer parce qu'on n'est pas nos corps biologiques, on n'est pas des êtres humains à proprement parler, on est quelque chose de bien supérieur à ça. On utilise un corps biologique humain. C'est une évidence pour ceux qui ont eu la preuve de ça. Pour les autres, c'est de la croyance et ça ne vaut pas grand-chose. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci d'être resté avec nous. À bientôt. Et on rappelle, le dernier Nexus est toujours en kiosque. Vous avez une interview de 8 pages de Marc Auburn dans ce numéro 158 qui est encore en kiosque. Dépêchez-vous, parce qu'il va bientôt être remplacé par le 159 qui arrive. Et voilà. Et on rappelle aussi... le dernier livre de Marc Auburn, Ouragan. 30 siècles de vie commune, aux éditions, tes éditions. Mes éditions. Vajra Productions. Voilà. Ah bah, trop bien. Et on en profite pour faire un petit rappel qu'il y a la soirée de Nexus pour les 25 ans de Nexus qui arrive le 5 septembre. Ce sera la semaine de la rentrée, c'est à 19h. Donc on va pouvoir prendre les 700 premiers internautes qui s'inscrivent. Donc pensez à vous inscrire pour venir nous rencontrer. C'est à Paris. Au théâtre du Gymnase. Exactement, très beau théâtre qu'a booké notre directeur de publication Marc Daoud. Donc venez, ça va être un super moment. Ça va être une belle fête. Et on pourra parler de tous ces sujets-là, on pourra pas débriefer. Avec grand plaisir, ouais. Et puis Marc, on a dû te poser peut-être, un 50e question qu'on aurait envie de poser. Regarde,
T'en as devant, derrière, t'as encore tout ça. Tu sais, j'ai à peu près 99% de tes questions auxquelles je peux pas apporter de réponse. Hein. Donc, ça serait peut-être bien qu'on se recontacte plus tard pour un deuxième volet. Avec grand plaisir à tous. Merci Sylvie d'avoir Merci à vous. animé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.